Le ciel gris au-dessus de Paris semblait refléter l'humeur d'Antoine Moreau en ce matin d'automne. Une jeune fille pauvre vendait des oranges à un feu de circulation, tenant une pancarte faite à la main. Lorsqu'un jeune PDG milliardaire s'approcha, elle s'écria « Aidez-moi, s'il vous plaît, je dois payer l'opération de ma maman. » Alors qu'il regardait la photo qu'elle tenait, il reconnut le visage de son ex-femme et fut choqué. Le ciel gris au-dessus de Paris semblait faire écho à l'état d'âme d'Antoine Moreau en ce matin d'automne. Malgré ses 38 ans et une fortune estimée en milliards, il y avait un vide qu'aucune acquisition commerciale ne pourrait jamais combler. Antoine ajusta son manteau en cachemire, une habitude inconsciente dès qu'il était nerveux, et poursuivit sa marche solitaire. Il y a 3 ans, il avait adopté cet étrange rituel. Une fois par mois, il congédiait son chauffeur et arpentait les quartiers moins aisés de la ville. Ses conseillers y voyant une excentricité, un milliardaire déambulant dans des ruelles étroites, observant des vies si lointaines de sa propre réalité. Mais pour Antoine, ces promenades étaient comme une encre le maintenant, connectée au monde réel, loin des salles de conseil et des jets privés. « C'est peut-être juste la culpabilité », murmura-t-il en tournant à l'angle d'une rue du quartier de Belleville. L'odeur de la nourriture de rue se mêlait à l'air froid du matin, créant une atmosphère familière et pourtant étrangement réconfortante. C'est alors que son regard fut attiré par une touche d'orange vif de l'autre côté de la rue. Un petit étal de fortune, bâti avec des cajots en bois, exposait plusieurs oranges disposées en piles soignées. Derrière se tenait une fillette qui ne semblait pas avoir plus de 6 ans, organisant méticuleusement les fruits avec une attention scrupuleuse. Antoine ne sut expliquer ce qui l'attira vers cette scène particulière. Peut-être le contraste de l'enfant aux cheveux sombres et bouclés sur le fond gris de la capitale, ou peut-être le fait qu'elle fût là, seule, vendant des fruits un jeudi matin alors qu'elle aurait dû être à l'école. Il traversa presque sans y penser. En s'approchant, il remarqua une pancarte manuscrite aux lettres vives et malhabiles, que seul un enfant aurait pu tracer. « Aidez ma maman, s'il vous plaît. Elle a besoin d'une opération. » La fillette leva les yeux quand il s'approcha. Elle avait de grands yeux expressifs, d'un vert si intense qu'il semblait illuminer son visage délicat. « Bonjour, monsieur, » dit-elle d'une voix fine et claire. « Vous voulez acheter des oranges ? Elles sont très sucrées. » Antoine perçut quelque chose de familier dans son accent, une cadence qu'il connaissait fort bien. « Bonjour, » répondit-il avec un sourire aimable, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Pourquoi n'es-tu pas à l'école aujourd'hui » La fillette se mordit la lèvre inférieure, un geste qui provoqua chez Antoine une étrange sensation de déjà-vu. « Maman est malade, très malade. Aujourd'hui, elle n'a pas pu sortir du lit, » expliqua l'enfant avec un sérieux qui ne correspondait pas à son âge. « Alors, je suis venu vendre des oranges. Je dois économiser de l'argent. » Il y avait une telle dignité dans cette petite silhouette que la poitrine d'Antoine se serra. Les enfants ne devraient pas porter de si lourds fardeaux. « Combien coûtent tes oranges » demanda-t-il en sortant son portefeuille. « 3 pour 5 euros » répondit-elle promptement, ses yeux brillants d'espoir. « Mais si vous en achetez plus, je peux vous faire un prix. » Antoine sourit. « Je les prends toutes. » Les yeux de la fillette s'écarquillèrent de surprise et de méfiance. « Toutes ?»« Toutes, » confirma-t-il. « Combien pour tout le stock ?» L'enfant fronça les sourcils, se livrant visiblement à un calcul mental compliqué. « J'ai 34 oranges, » dit-elle enfin. « Ça ferait, disons 60 euros, » suggéra Antoine, sachant que c'était bien plus que leur valeur réelle. La fillette hocha vigoureusement la tête, ses boucles rebondissant. « Ouah, c'est beaucoup d'argent !» s'exclama-t-elle avec une admiration sincère. « Ça va beaucoup aider ma maman. » Antoine prit quelques billets de son portefeuille et les tendit à l'enfant. Elle les accepta délicatement, comme s'ils étaient en verre. « Je ne pourrai pas emporter toutes les oranges maintenant, » expliqua-t-il. « Mais tu peux les garder et les vendre à d'autres personnes. » La petite marchande le regarda avec curiosité.
Vous ne voulez pas les oranges, mais vous payez pour elles. » Antoine sentit une pointe de tendresse devant sa confusion. « Disons que c'est ma contribution pour aider ta mère. » Le visage de la fillette s'illumina d'un sourire qui aurait pu faire fondre le cœur le plus froid. « Merci, monsieur. Je m'appelle Chloé. Et vous ?»« Antoine, » répondit-il, s'étonnant lui-même de donner son vrai nom. « Ta maman a quelque chose de grave ?» Le sourire de Chloé disparut rapidement, remplacé par une expression solennelle. « Oui, elle a besoin d'une opération, mais c'est très cher. Elle dit qu'elle va guérir, mais je sais que ce n'est pas vrai. » L'intuition aiguë de l'enfant était aussi impressionnante que déchirante. « Je peux vous montrer une photo d'elle ?» demanda Chloé, plongeant déjà la main dans la poche de son manteau usé. Elle était si jolie avant de tomber malade. Antoine acquiesça, plus par politesse que par un intérêt réel. La fillette sortit une photo froissée et la lui tendit fièrement. À cet instant, le temps sembla se figer. L'air se bloqua dans les poumons d'Antoine, et son cœur manqua un battement. Ses yeux ne pouvaient se détacher de l'image. Une femme aux cheveux bruns ondulés et au sourire radieux regardait l'objectif. Les mêmes yeux verts que la petite fille, le même sourire qu'il connaissait si bien. C'était Camille, Camille Dubois. Sa Camille, la femme qu'il avait aimée plus que tout et qui avait disparu de sa vie près de 7 ans auparavant. « C'est ta maman ?» demanda Antoine, la voix tremblante, tentant de masquer son choc. Chloé hocha la tête fièrement. « Elle est jolie, n'est-ce pas? Cette photo date d'avant sa maladie. Maintenant, elle est plus maigre et elle a perdu une partie de ses cheveux. » Antoine luttait pour rester calme, mais son esprit s'emballait, essayant de digérer l'information. Camille était malade, avait besoin d'une opération, vivait dans des conditions misérables avec cet enfant, une enfant qui devait avoir environ 6 ans. 6 ans? Une terrible équation commençait à se former dans son esprit. « Ta maman habite par ici ?» demanda-t-il, s'efforçant de paraître désinvolte. « Oui, rue des Lilas », dit Chloé, désignant vaguement le bout du pâté de maison. « C'est l'immeuble rouge avec la porte cassée. » Antoine lui rendit la photo, les mains légèrement tremblantes. « Tu ne devrais pas être ici toute seule, » dit-il, essayant de garder une voix stable. « Qui s'occupe de ta maman en ce moment ?»« Notre voisine, Madame Rodriguez, passe la voir à l'heure du déjeuner, mais bientôt je dois rentrer pour lui donner ses médicaments. » Antoine sentit le poids de la situation s'abattre sur ses épaules. Il regarda de nouveau l'enfant, remarquant maintenant des détails qu'il n'avait pas vus auparavant. La couleur de ses yeux, la forme de son menton, la façon dont elle fronçait les sourcils en réfléchissant. « Chloé, » demanda-t-il prudemment, « quel âge as-tu » ? « 6 ans et demi, » répondit-elle fièrement, montrant ses doigts. « J'ai eu mon anniversaire le mois dernier. » 6 ans et demi. Le timing correspondait parfaitement. « Tu dois rentrer à la maison maintenant ?» demanda-t-il, essayant d'organiser ses pensées tourbillonnantes. « Pas encore. Maman a dit que je devais rester ici jusqu'à ce que je vende au moins 10 oranges. Mais comme vous les avez toutes achetées... » Elle sourit, révélant une dent de devant manquante. « Je suppose que je peux rentrer maintenant. » Antoine y vit une opportunité. « Est-ce que je peux t'accompagner jusqu'à ta rue ? Ça peut être dangereux par ici. » Chloé parut réfléchir à l'offre, son petit visage prenant une expression sérieuse. « Maman m'a dit de ne pas partir avec des inconnus, mais vous n'avez pas l'air méchant. Et vous avez acheté toutes mes oranges, » ajouta-t-elle, comme si cela seul prouvait sa bonne foi. « D'accord, vous pouvez m'accompagner, mais seulement jusqu'au coin de ma rue. » Antoine l'aida à ranger les oranges dans un sac en tissu délavé qu'elle avait apporté. Chloé glissa l'argent dans la poche intérieure de son manteau, la tapotant pour s'assurer qu'il était en sécurité. « C'est bon, » annonça-t-elle avec un sérieux adorable. « On peut y aller. » Tandis qu'ils marchaient côte à côte sur le trottoir inégal, Antoine luttait pour maîtriser ses émotions. Si ses soupçons étaient exacts, cet enfant qui marchait à ses côtés pourrait être... Non, il n'osait pas achever sa pensée. C'était trop terrifiant, trop merveilleux, trop dévastateur. « Tu aimes la glace, Chloé ?» demanda-t-il,
essayant de maintenir une conversation anodine. « J'adore ça !» Ses yeux s'illuminèrent. « Mais je n'en ai que pour les grandes occasions. Maman dit que c'est cher. » Une autre pointe de douleur transperça la poitrine d'Antoine. L'idée que cet enfant considérait la glace comme un luxe était insupportable. « Et ton papa ? Il vous aide, toi et ta maman ?» Le visage de Chloé devint soudainement grave. « Je n'ai pas de papa. Du moins, pas un que je connaisse. Maman ne parle jamais de lui. » Antoine déglutit difficilement. Le nœud dans sa gorge avait la taille d'une balle de tennis. « Parfois, continua Chloé, pensive, j'imagine comment il serait. Peut-être qu'il est mort, ou peut-être qu'il habite très, très loin. Ou peut-être... » Elle s'interrompit, regardant Antoine avec une curiosité innocente. « Peut-être qu'il est comme vous ? » « Comme moi ?» Antoine faillit trébucher sur une fissure du trottoir. « Oui, quelqu'un de gentil qui aide les gens et qui achète toutes les oranges, même s'il ne veut pas vraiment en prendre. » Elle lui sourit à nouveau, dévoilant l'espace où sa dent manquait. Antoine sentit ses yeux le piquer. Il cligna rapidement des paupières pour repousser les larmes qui menaçaient de se former. Après quelques minutes, ils atteignirent une rue plus étroite. Chloé désigna un immeuble en briques rouges au bout du pâté de maison. La façade était décrépie et plusieurs fenêtres étaient soit cassées, soit rafistolées avec du ruban adhésif. La porte d'entrée, comme l'avait décrite Chloé, était partiellement brisée, maintenue fermée par une chaîne rouillée. « C'est là que j'habite, » dit-elle, « au 3e étage. » Antoine regarda l'immeuble avec une horreur à peine dissimulée. Comment Camille pouvait-elle vivre là? Comment cet enfant pouvait-elle appeler cet endroit sa maison? « Vous pouvez me laisser ici, » dit Chloé, s'arrêtant au coin comme convenu. « Merci de m'avoir accompagné, monsieur Antoine. »« De rien, Chloé, » répondit-il, réticent à la laisser partir. « Tu es sûr que ça va aller ?»« Bien sûr, » répondit-elle avec l'assurance que seuls les enfants possèdent. « J'habite ici. Je connais tout le monde. » Antoine hésita, saisi par une envie presque irrésistible de la suivre à l'intérieur, de voir Camille de ses propres yeux, de demander des réponses. Mais le choc était encore trop grand. Il avait besoin de temps pour digérer ce qu'il venait de découvrir. « commença-t-il, ne sachant pas trop quoi dire. « Prends soin de toi, d'accord, et dis à ta maman que j'espère qu'elle se rétablira vite. »« Je le ferai, » promit-elle, en lui faisant un signe de la main avant de se retourner et de courir vers la porte cassée. Antoine resta debout au coin de la rue, regardant jusqu'à ce que la petite silhouette disparaisse à l'intérieur. Puis, comme propulsé par une force invisible, il fit le tour du pâté de maison et s'approcha de l'immeuble sous un autre angle, d'où il pouvait observer sans être vu. Le 3e étage. Chloé avait dit qu'elle vivait au 3e étage. Antoine compta les fenêtres, essayant de deviner laquelle pouvait être la leur. L'une des fenêtres du 3e étage avait une petite plante sur le rebord, un unique cactus dans un pot de fortune, fait d'une canette de soda. Camille avait toujours aimé les plantes, même les plus coriaces, les plus improbables. Il attendit, observant. Après quelques minutes, il vit Chloé apparaître à cette même fenêtre. Elle posa quelque chose sur le rebord, ce qui ressemblait à l'argent qu'il lui avait donné, puis disparut de la vue. Antoine resta là pendant près d'1 heure, immobile, ignorant le froid grandissant. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, il vit Chloé apparaître à la fenêtre, 2 fois de plus. Une fois tenant ce qui semblait être un verre d'eau, et une autre fois regardant simplement la rue comme si elle cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. La douleur dans sa poitrine était presque physique. La culpabilité, le regret, la confusion et surtout la colère contre lui-même tourbillonnaient en lui comme une tempête menaçant de le renverser. Camille était malade, peut-être mourante, vivant dans des conditions misérables. Et cet enfant, Chloé, pouvait-elle vraiment être? Le calcul correspondait. Le timing était parfait. Et ses yeux, les yeux de sa famille, ceux qu'il voyait dans le miroir chaque matin. Quand il parvint enfin à bouger, le soleil se couchait déjà. Antoine se sentait hébété, comme s'il avait été frappé à la tête. Il rebroussa chemin,
Ses pensées dans un tel tumulte qu'il enregistrait à peine où ses pieds le menaient. Il passa devant un bar et faillit entrer. Un verre, ou plusieurs, semblait être la réponse parfaite à cet instant. Mais l'image de Chloé lui revint en mémoire, comptant si soigneusement ses oranges, économisant l'argent pour l'opération de sa mère, l'opération de Camille. Non, il ne méritait pas l'oubli temporaire que l'alcool pouvait offrir. Il continua à marcher. Lorsqu'il s'arrêta, il se trouvait devant son immeuble de l'avenue Montaigne, un contraste brutal avec celui qu'il avait observé quelques heures plus tôt. Le portier le salua respectueusement, mais Antoine le remarqua à peine, se dirigeant directement vers l'ascenseur privé qui le mènerait au penthouse. Dans son luxueux appartement avec vue panoramique sur Paris, Antoine alla droit au bar et se versa un whisky. Il l'avala d'un trait, accueillant la sensation de brûlure dans sa gorge, une douleur plus supportable que celle qu'il ressentait dans sa poitrine. « Camille, » murmura-t-il dans l'appartement vide. « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Il se versa un autre verre, mais ne le but pas. Il se contenta de tenir le verre, fixant le liquide ambré comme s'il contenait les réponses dont il avait si désespérément besoin. 1 million de questions tourbillonnaient dans son esprit. Pourquoi Camille ne lui avait-elle jamais parlé de la grossesse? Pourquoi avait-elle disparu sans laisser de traces? Comment s'était-elle retrouvée dans une situation aussi désespérée? Et Chloé, la douce et courageuse Chloé, pouvait-elle vraiment être sa fille? Antoine posa le verre, soudain dégoûté de lui-même. De quel droit pouvait-il ressentir quoi que ce soit maintenant? Il avait choisi sa carrière, son ambition, son empire. Camille avait été un dommage collatéral dans son ascension implacable vers le sommet. D'un pas lourd, il se dirigea vers son bureau et s'assit au bureau en acajou qui avait coûté plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en 1 an. Il ouvrit un tiroir et en sortit une petite boîte en velours. À l'intérieur reposait une bague de fiançailles qui n'avait jamais été donnée. Une larme solitaire coula sur sa joue alors qu'il fixait le bijou qui symbolisait des promesses jamais tenues, un avenir qu'il avait sacrifié sur l'autel de son ambition. À cet instant, seul dans son palais de solitude, Antoine Moreau fit un vœu silencieux. Demain, il y retournerait. Demain, il trouverait le courage d'affronter les fantômes de son passé et peut-être de se racheter pour 7 années d'absence. Mais pour l'instant, la culpabilité était trop lourde à porter. Pour l'instant, il devait rassembler les morceaux brisés de son âme, fracassés par la vue de cette petite fille aux yeux vifs et de sa mère malade. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette rencontre fortuite avait changé sa vie à jamais, que plus rien ne serait jamais pareil, que l'homme qui se réveillerait le lendemain matin ne serait pas le même que celui qui avait arpenté les rues de Belleville ce jour-là. Antoine Moreau, le milliardaire solitaire, avait enfin trouvé quelque chose que son argent ne pourrait jamais acheter, la chance de réparer la plus grande erreur de sa vie. Antoine ne dormit pas cette nuit-là. Ses tentatives furent interrompues par des cauchemars dans lesquels une fillette aux yeux verts l'accusait de l'avoir abandonné, tandis que Camille se mourait sur un lit d'hôpital. Vers 4 heures du matin, il abandonna. Il se leva, alla à la fenêtre et contempla la ville qui ne dort jamais, une vue qu'il trouvait autrefois réconfortante, mais qui semblait maintenant se moquer de sa richesse solitaire. Le téléphone sonna à 6 heures, comme toujours. C'était Brigitte, son assistante depuis plus de 10 ans, lui rappelant la réunion avec des investisseurs japonais, prévue pour 9 heures. « Annulez-la », dit-il, la voix rauque de fatigue. « Pardon ?» Brigitte l'entendait rarement annuler quoi que ce soit, surtout une réunion de ce calibre. « Annulez tout aujourd'hui et demain. »« Antoine, ces investisseurs sont venus de l'autre bout du monde. »« Dites-leur que je suis malade. Une urgence familiale. Tout ce qu'il faudra. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Brigitte le connaissait trop bien. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle enfin, une inquiétude sincère dans la voix, quelque chose que peu de gens dans sa vie lui montraient. « Non, » admit-il, « mais peut-être que ça le sera bientôt. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Il se sentit étrangement léger après avoir pris cette décision. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, ses engagements professionnels semblaient insignifiants par rapport à ce qu'il avait découvert. Antoine prit une douche rapide et s'habilla différemment de son style habituel.
Pas de costume sur mesure, ni de chaussures en cuir italien. Il choisit un jean sombre, une chemise simple et des baskets. Il voulait paraître accessible, pas intimidant. Dans le miroir, un visage fatigué le dévisagea, des yeux révélant une nuit blanche et de profondes inquiétudes. « Tu peux le faire », dit-il à son reflet, sans grande conviction. Il quitta l'appartement et, au lieu d'appeler son chauffeur, il héla un taxi. Sa première destination ne fut pas l'immeuble de Camille, mais une épicerie sur le chemin. Tandis que le chauffeur bavardait sur le trafic matinal et les prévisions de pluie, Antoine essayait de se souvenir des aliments qu'un enfant comme Chloé pourrait apprécier. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été enfant lui-même, et cela lui semblait un souvenir d'une autre vie. Le supermarché était presque vide à cette heure. Antoine attrapa un chariot et commença à le remplir de produits de base. Riz, haricots, pâtes, sauces, viande, légumes frais, fruits. Il s'arrêta au rayon des produits laitiers, se souvenant que Camille aimait le yaourt grec avec du miel. Ses goûts avaient-ils changé? Il en prit plusieurs au cas où. Au rayon des céréales, il se figea devant la gamme infinie d'options colorées. Laquelle Chloé aimerait-elle le plus? Il décida d'en prendre 3 sortes différentes, imaginant sa joie d'avoir le choix, quelque chose de manifestement rare dans sa vie. Il ajouta du chocolat, des biscuits, de la crème glacée, toutes les choses que chaque enfant devrait avoir sans les considérer comme des luxes. Quand il arriva à la caisse, son chariot était si plein qu'il pouvait à peine le pousser. La jeune caissière haussa les sourcils devant le volume des articles. « Grosse fête ?» demanda-t-elle avec un sourire poli. « Quelque chose comme ça », répondit Antoine. En sortant du magasin avec des sacs lourds, Antoine réalisa à quel point son plan était peu pratique. Comment allait-il transporter tout cela jusqu'à l'appartement? Il demanda au chauffeur de taxi, qui attendait de l'aider à charger les courses, offrant un pourboire généreux. Sur le chemin de Belleville, Antoine sentit sa nervosité grandir. Que dirait-il à Camille? Comment expliquerait-il sa réapparition soudaine? Et si elle lui claquait la porte au nez? Pire, et si elle confirmait que Chloé était bien sa fille? Ou si elle le niait? Le taxi s'arrêta à un pâté de maison de l'immeuble, à la demande d'Antoine. Il paya la course, incluant un pourboire si important qu'il fit écarquiller les yeux du chauffeur et refusa l'offre d'aide avec les sacs. Il voulait le faire seul. Le poids des courses était presque bienvenu, lui donnant une tâche physique sur laquelle se concentrer en dehors de son anxiété croissante. Il atteignit l'immeuble en briques rouges à bout de souffle, non seulement à cause de l'effort, mais aussi de la tension. La porte d'entrée, comme l'avait décrite Chloé, était partiellement cassée, maintenue en place par une chaîne. Antoine la poussa avec son épaule et entra. Le hall était faiblement éclairé et sentait le moisi. Une pile de courriers non réclamés gisait dans un coin. La peinture s'écaillait des murs, révélant des couches de couleurs précédentes comme un enregistrement archéologique de la décomposition du bâtiment. Il n'y avait pas d'ascenseur, juste un escalier étroit en colimaçon. Antoine commença à monter, les sacs semblant plus lourds à chaque marche. En montant, il imaginait Camille faisant la même ascension chaque jour, peut-être portant Chloé quand elle était petite, ou transportant des courses tout en étant malade. Le 3e étage avait un couloir avec 4 portes. Antoine hésita, réalisant qu'il n'avait aucune idée de quel appartement était celui de Camille. Il regarda chaque porte, essayant de deviner. L'une était décorée d'autocollants d'animaux colorés à hauteur d'enfant. Ce devait être celle-là. Il s'approcha et écouta. Silence. Il prit une profonde inspiration et frappa. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis il entendit des pas feutrés s'approcher et une voix enfantine demanda « Qui est-ce » Le cœur d'Antoine s'emballa au son de la voix de Chloé. « C'est Antoine, » répondit-il. « Nous nous sommes rencontrés hier. J'ai apporté des choses pour toi et ta maman. » Il y eut une pause, puis le bruit d'une chaîne qu'on fait glisser et d'une clé qui tourne. La porte s'entr'ouvrit, limitée par une autre chaîne de sécurité. Le visage de Chloé apparut dans l'entrebâillement, ses yeux verts s'écarquillant en voyant Antoine. « Monsieur Antoine !» s'exclama-t-elle avec une excitation sincère.
qu'est-ce que vous faites ici ?» « Comme promis, j'ai apporté quelques affaires, » dit-il en soulevant les sacs pour qu'elle les voie. « Je peux entrer ?» Chloé se mordit la lèvre inférieure, le même geste qu'il avait remarqué la veille. « Je dois demander à maman, » dit-elle en refermant la porte. Antoine entendit des voix étouffées de l'autre côté, une aiguë et excitée, clairement celle de Chloé, et une autre plus basse, hésitante, une voix qu'il reconnaîtrait n'importe où, même après 7 ans. La porte s'ouvrit plus largement cette fois, mais ce n'est pas Chloé qui apparut. Camille semblait plus mince qu'il ne s'en souvenait. Des cernes sombres sous les yeux. Ses cheveux, autrefois longs et brillants, étaient maintenant courts et ternes. Mais ses yeux, les mêmes yeux verts qui étaient maintenant ceux de sa fille, étaient toujours aussi expressifs. Et à ce moment-là, ils exprimèrent le choc, l'incrédulité et quelque chose qui ressemblait à de la colère. « Antoine » dit-elle, son ton plat, dissimulant toute émotion. « Camille » répondit-il, sa voix presque un murmure. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» l'interrompit-elle, se plaçant protectricement devant Chloé, qui essayait de jeter un coup d'œil autour d'elle. Antoine souleva à nouveau les sacs. « J'ai apporté des courses, » dit-il. « De la nourriture, surtout. J'ai pensé que ça pourrait t'aider. » Les yeux de Camille se plissèrent. « Comment nous as-tu trouvés ?»« J'ai rencontré Chloé hier. Elle vendait des oranges. Elle m'a montré ta photo. » Camille ferma brièvement les yeux, comme pour traiter l'information. Quand elle les rouvrit, il y avait une détermination qu'Antoine connaissait trop bien. « Chloé, va dans ta chambre, s'il te plaît, » dit-elle, sans quitter Antoine des yeux. « Mais maman, » protesta la fillette, « Monsieur Antoine a apporté de la nourriture, et il a été gentil avec moi hier. »« Chloé, » répéta Camille, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Maintenant. » L'enfant baissa la tête et s'éloigna en traînant les pieds. Une fois Chloé hors de vue, Camille fit un pas en avant, bloquant toujours l'entrée. « Que veux-tu vraiment, Antoine ?» demanda-t-elle, sa voix maintenant chargée d'une émotion contenue. « Tu débarques après 7 ans avec quelques courses et tu penses que tout va bien ?»« Non, » répondit-il, se sentant petit sous l'intensité de son regard. « Je sais que rien ne va bien. Je sais que j'ai fait de terribles erreurs. Je veux juste aider maintenant. » Camille laissa échapper un rire sec et sans joie. « Aider maintenant ? Où était ton aide quand j'ai découvert que j'étais enceinte et que tu t'es enfuie à Shanghai sans même laisser un numéro de contact ?» Ces mots frappèrent Antoine comme un coup physique. C'était donc vrai. Chloé était sa fille. Une partie de lui le savait depuis le moment où il avait vu ses yeux verts si semblables aux siens. Mais entendre la confirmation des lèvres de Camille apporta un sentiment de réalité écrasant. « Je ne savais pas, » dit-il, sa voix plaidant pour être crue. « Camille, je jure sur tout ce qui compte, je n'avais aucune idée que tu étais enceinte. » Elle l'étudia un long moment, comme pour décider si elle devait le croire. « Est-ce que ça aurait fait une différence ?» demanda-t-elle finalement. « Ta précieuse carrière, ton ascension vers le sommet, aurais-tu tout abandonné pour une petite amie enceinte et un enfant que tu n'avais pas prévu ?» Antoine voulut dire oui, qu'il aurait tout laissé tomber, qu'il aurait fait les choses différemment. Mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas lui mentir maintenant. « Je ne sais pas, » admit-il, la vérité lui faisant mal à la gorge. « Je ne sais pas qui j'étais il y a 7 ans, mais je sais qui je suis maintenant et je veux faire ce qui est juste. » Camille l'observa quelques secondes de plus, puis ouvrit complètement la porte. « Tu peux laisser les courses, » dit-elle. « Merci pour ça. Chloé a besoin de bien manger. » Antoine posa les sacs sur le sol de la petite entrée. L'appartement qu'il pouvait entrevoir derrière Camille était minuscule, mais impeccablement propre, malgré des meubles usés et des murs tachés. « Je peux voir Chloé ?» demanda-t-il, sa voix trahissant ses émotions. « Juste un instant. » Camille croisa les bras. « Pourquoi ? Pour que tu puisses à nouveau disparaître de sa vie ? » « Je ne disparaîtrai pas, » promit Antoine. « Plus jamais. » « Des mots, dit-elle avec lassitude. »
Tu as toujours été doué pour ça. » Une quinte de toux l'interrompit. Camille couvrit sa bouche de sa main, son corps frêle secoué par l'effort. Antoine fit un pas en avant, voulant instinctivement l'aider, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Je vais bien, » dit-elle, une fois la toux calmée, bien que sa pâleur suggérât le contraire. « Tu ne vas pas bien, » insista Antoine. « Chloé m'a parlé de ton état, de l'opération dont tu as besoin. » Le visage de Camille se durcit. « Je n'ai pas besoin de ta charité. »« Ce n'est pas de la charité, » insista-t-il. « C'est une responsabilité. C'est ma fille, Camille. J'ai à la fois le droit et l'obligation d'aider. » « Un droit ?» Sa voix monta dangereusement. « Quel droit as-tu sur un enfant que tu n'as jamais rencontré, jamais vu grandir? Tu ne l'as pas tenue quand elle avait de la fièvre ou consolée quand elle faisait des cauchemars. Tu n'étais là pour aucun anniversaire, aucun Noël, aucun moment important de sa vie. » Chaque mot était un coup de poignard dans la poitrine d'Antoine. Le pire, c'est qu'elle avait absolument raison. « Aucun, » admit-il, sa voix presque inaudible. « Je n'ai aucun droit, mais Chloé a tous les droits à une vie meilleure que celle-ci. Elle a le droit à une mère en bonne santé. Et toi, » il hésita, conscient de marcher sur un terrain dangereux. « Tu as le droit à des soins médicaux appropriés. » Camille s'appuya contre le cadre de la porte, paraissant soudain épuisée. Le bref accès de colère avait consumé le peu d'énergie qu'elle avait. « Il est trop tard, Antoine, » dit-elle, sa voix maintenant plus triste que colérique. « Trop tard pour beaucoup de choses. » Une boule se forma dans sa gorge. « Trop tard pour le traitement ? » « Peut-être pour ça aussi, » répondit-elle vaguement. « Mais je parlais de nous, de te faire confiance à nouveau. »« Je ne te demande pas de me faire confiance, » dit Antoine, « juste de me laisser aider, pour Chloé. » Entendre le nom de sa fille sembla affecter Camille. Son expression s'adoucit légèrement. « Maman ?» La voix de Chloé venait du couloir derrière elle. « Je peux sortir maintenant ? Je veux voir ce que monsieur Antoine a apporté. » Camille ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. Quand elle les rouvrit, il y avait un regard résigné. « Oui, ma chérie, tu peux venir. » Chloé apparut presque instantanément aux côtés de sa mère, comme si elle avait attendu juste là, dans le couloir. Ses yeux s'illuminèrent en voyant les sacs. « Ouah, tout ça c'est pour nous ?» Antoine ne put retenir un sourire devant son excitation. « Oui, c'est tout pour vous. » Chloé commença immédiatement à fouiller dans les sacs, s'exclamant joyeusement devant les céréales colorées et la crème glacée, qu'elle s'empressa d'aller mettre au congélateur avant qu'elles ne fondent. Camille observait avec une expression complexe, un mélange de gratitude réticente et de méfiance persistante. Quand Chloé disparut dans la minuscule cuisine avec la crème glacée, Camille se tourna vers Antoine. « Je ne veux pas qu'elle s'attache à toi, » dit-elle à voix basse. « Pas si tu dois disparaître à la première occasion. Elle a assez de problèmes, sans y ajouter un père qui vient de débarquer. » Les mots blessaient, mais Antoine savait qu'elle avait raison. « Je ne disparaîtrai pas, » répéta-t-il en la regardant droit dans les yeux. « Je sais que je ne peux pas le prouver maintenant. Je peux seulement demander que tu me laisses le démontrer par des actes, pas par des mots. » Camille ne répondit pas immédiatement. Chloé revint, tenant un pot de crème glacée ouvert avec une cuillère dedans. « Tu en veux, monsieur Antoine ?» offrit-elle en lui tendant la cuillère. C'était un geste si innocent, si généreux, cet enfant qui n'avait presque rien, offrant de partager sa première gâterie, qu'Antoine sentit les larmes lui piquer les yeux. Il s'éclaircit la gorge et secoua doucement la tête. « Merci, Chloé. Mais c'est tout pour toi, » répondit-il, la voix tendue par l'émotion. « Et toi, maman ?» demanda Chloé en offrant la cuillère à Camille. Un sourire fatigué éclaira brièvement le visage de Camille. « Juste un petit peu. » Elle se pencha en avant et goûta la glace que sa fille lui offrait. Pendant un instant fugace, son expression s'éclaircit, et Antoine put voir un soupçon de la Camille qu'il avait connue, jeune, pleine de vie et de rêves. « C'est délicieux, » dit-elle à sa fille, qui rayonna de satisfaction. Antoine se sentit comme un intrus, témoin d'un moment privé entre une mère et son enfant.
C'était un rappel brutal de tous les moments similaires qu'il avait manqués. « Je vais vous laisser maintenant, » dit-il doucement, « mais j'aimerais revenir demain, si c'est d'accord. » Camille leva les yeux vers lui, la méfiance évidente, mais maintenant teintée de quelque chose comme de la résignation. « Je ne peux pas t'en empêcher, » répondit-elle, « mais ne fais aucune promesse à Chloé que tu n'as pas l'intention de tenir. » Antoine acquiesça, acceptant sa condition. Il jeta un coup d'œil à Chloé, qui observait l'interaction des adultes avec curiosité. « À plus tard, Chloé » dit-il. « J'espère pouvoir revenir te voir demain. »« Tu apporteras plus de glace » demanda-t-elle avec espoir. Antoine sourit. « Si ta maman le permet. » Camille ne dit rien, mais son regard en disait long. « Ne la déçois pas. » Antoine recula dans le couloir, la poitrine lourde d'émotions contradictoires. D'un côté, une douleur aiguë en réalisant ce qu'il avait perdu, 7 ans de la vie de sa fille. De l'autre, un espoir fragile pour un nouveau départ. « Je trouverai les meilleurs médecins pour toi, » dit-il à Camille avant de partir. « Ce n'est pas négociable. » Un instant, il sembla qu'elle allait protester à nouveau, mais une autre quinte de tout la saisit, cette fois plus forte que la précédente. Chloé posa immédiatement la glace et courut tenir la main de sa mère, la peur évidente sur son petit visage. La vue de cette scène brisa le cœur d'Antoine. Il était évident que la situation était plus grave que ce que Camille admettait. Quand la toux se calma, elle hocha simplement la tête, un geste d'acceptation à peine perceptible. Antoine quitta l'immeuble, se sentant à la fois plus léger et plus lourd. La vérité était maintenant à nu, brute et douloureuse. Chloé était sa fille. Camille était vraiment malade. Et il avait 7 ans d'absence à rattraper, si tant est que ce soit possible. En marchant dans la rue animée, il passa mentalement en revue ses prochaines étapes, des appels à ses contacts médicaux, l'organisation d'un traitement immédiat pour Camille, des consultations avec des avocats sur ses droits et responsabilités en tant que père. Une partie de lui, le côté froid et calculateur qui avait bâti son empire, lui conseillait la prudence, test de paternité, vérification du véritable état de santé de Camille, protection contre d'éventuelles demandes financières excessives. Mais pour la première fois de sa vie d'adulte, Antoine Moreau fit taire cette voix. Peu importait que Chloé soit biologiquement sienne, bien qu'il en fût certain. Peu importait combien coûterait le traitement de Camille. Peu importaient les tracas juridiques ou les complications. La seule chose qui comptait était cette famille brisée qu'il avait, intentionnellement ou non, contribué à détruire. Et maintenant, il avait une chance, peut-être sa dernière chance, de la réparer. Quand il héla enfin un taxi pour rentrer chez lui, Antoine réalisa qu'il souriait. C'était un sourire triste, marqué par le regret, mais un sourire néanmoins. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il avait l'impression de faire quelque chose de vraiment significatif. La nuit tombait sur Paris quand Antoine retourna à son appartement. Il se versa un verre et sortit sur le balcon, regardant la ville s'illuminer en contrebas. Quelque part dans cette mer de lumière, une petite fille aux yeux verts pensait peut-être à lui. Demain serait un nouveau jour. Demain, il commencerait à construire des ponts sur le gouffre de 7 ans. Demain, il affronterait la résistance de Camille et essaierait de gagner l'affection de Chloé. Mais ce soir était aux décisions, et Antoine Moreau avait décidé. Plus de fuite, plus de choix de l'ambition au détriment de l'amour, plus d'abandon de ceux qui avaient besoin de lui. Ce soir-là, haut au-dessus de son empire solitaire, il fit un vœu silencieux aux étoiles. Il serait le père que Chloé méritait et l'homme dont Camille avait besoin qu'il soit. Même s'il était trop tard pour certaines choses, comme l'avait dit Camille, il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer qu'il ne soit pas trop tard pour celles qui comptaient vraiment. Antoine ne dormit pas non plus cette nuit-là. Ses tentatives étaient interrompues par des pensées sur Camille et Chloé, sur le temps perdu, sur l'état de santé de Camille qu'elle essayait de cacher, mais qui était évident dans chaque mouvement fatigué, chaque souffle laborieux. À 5 heures du matin, il renonça à essayer. Il se rendit à son bureau, alluma son ordinateur et commença à rechercher les meilleurs hôpitaux de la ville,
des spécialistes pour chaque pathologie possible que Camille pourrait avoir. Sans connaître son diagnostic exact, il se prépara à toutes les éventualités. Il passa quelques appels, même à cette heure-ci, à des gens qui ne verraient pas d'inconvénient à être réveillés par Antoine Moreau. Son nom ouvrait des portes, chose qu'il avait toujours su, mais qu'il avait rarement utilisée pour autre chose que les affaires. Maintenant, ce pouvoir servirait un but différent. À 8 heures du matin, il avait une liste de médecins prêts à voir Camille immédiatement. Des hôpitaux prêts à l'admettre dans des chambres privées, des spécialistes en attente de son appel. Tout ce dont il avait besoin maintenant, c'était de la persuader d'accepter son aide. Antoine prit une douche rapide, s'habilla aussi simplement que la veille et sortit. En chemin, il s'arrêta dans une boulangerie et acheta des viennoiseries fraîches, du pain, des fruits. Il se souvint que Camille aimait les croissants à la confiture de framboise et s'assura d'en inclure. Le ciel était couvert, menaçant de pleuvoir. Antoine accéléra le pas, ressentant une urgence inexplicable, comme si chaque minute était précieuse. Il arriva à l'immeuble de briques rouges un peu après 9 heures, montant rapidement les 3 étages. C'est alors qu'il l'entendit. Le son d'un enfant qui pleure, un cri désespéré provenant de l'appartement de Camille. Ce n'était pas le cri d'un enfant contrarié ou ayant un petit chagrin. C'était le son de la peur pure, du désespoir total. Antoine sentit un froid glacial dans ses veines. Il laissa tomber les sacs dans le couloir et courut à la porte, tambourinant dessus. « Chloé, Camille !» cria-t-il, la panique montant dans sa voix. Les pleurs continuaient, entrecoupés de sanglots. Puis, des pas précipités s'approchèrent, et la voix tremblante de Chloé demanda « Qui est là ?»« C'est Antoine. Que s'est-il passé? Tu vas bien ?» La porte s'ouvrit immédiatement. Chloé se tenait là en pyjama, le visage rouge et enflé de larmes, les cheveux en désordre. Ses yeux verts étaient écarquillés de terreur. « Monsieur Antoine, » sanglota-t-elle, « ma maman ne se réveille pas. J'ai tout essayé, mais elle ne répond pas. » Antoine n'attendit pas plus d'explications. Il entra, suivant Chloé jusqu'à la petite chambre où dormait Camille. La pièce était simple, avec seulement un lit, une table de chevet et une vieille commode. Des taches d'humidité marquaient les murs, mais ils étaient ornés de dessins colorés. Évidemment, l'œuvre de Chloé. Camille gisait sur le lit, pâle comme du papier. Sa respiration était si superficielle que, pendant un instant terrifiant, Antoine crut qu'il était trop tard. Il se précipita, s'assit sur le bord du lit et vérifia son pouls. Il était là, faible et irrégulier, mais présent. « Camille !» appela-t-il en lui tapotant doucement la joue. « Camille, réveille-toi !» Elle ne répondit pas. Chloé s'agrippa à la taille d'Antoine, tremblante. « Elle a beaucoup toussé cette nuit, » expliqua la fillette, les mots entrecoupés de sanglots. « Puis ce matin, elle ne s'est pas levée pour m'emmener à l'école. J'ai cru qu'elle était juste fatiguée, mais quand je suis venu voir, elle ne répondait pas. » Antoine passa un bras autour des épaules de Chloé, essayant de projeter un calme qu'il ne ressentait pas. « Depuis combien de temps est-elle comme ça ?» demanda-t-il, sortant déjà son téléphone de sa poche. « Je ne sais pas, » répondit Chloé, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. « Je crois que ça fait environ 1 heure que j'essaie de la réveiller. » Antoine composa le numéro d'un des contacts qu'il avait préparé plus tôt. Quand on lui répondit, sa voix prit un ton autoritaire que Chloé n'avait jamais entendu. « Docteur Bernard, c'est Antoine Moreau. J'ai besoin d'une ambulance à Belleville immédiatement. C'est une urgence. » Il donna l'adresse et raccrocha, se tournant vers Chloé. « Je vais emmener ta maman à l'hôpital tout de suite. J'ai besoin que tu sois forte et que tu m'aides. D'accord ?» Chloé hocha la tête, toujours en larmes, mais remplie d'une confiance enfantine qui fit mal au cœur d'Antoine. Elle lui faisait confiance instantanément. Aucune question, juste comme seul un enfant peut le faire. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-elle en redressant ses petites épaules, comme si elle se préparait pour une mission importante. « Prends des vêtements pour toi et ta maman. Juste assez pour quelques jours. Brosse à dents, un peigne, tout ce qui est important. Tu peux faire ça ?»
Chloé hocha de nouveau la tête et courut accomplir la tâche. Antoine se retourna vers Camille. Elle brûlait de fièvre, son front chaud sous sa main. Ses doigts, en revanche, étaient glacés. Il sentit la peur monter, mêlée à une culpabilité corrosive. Et s'il était trop tard? Et si toutes ces années de négligence avaient coûté la vie à Camille? Non, se murmura-t-il. Ça n'arrivera pas. Il sortit à nouveau son téléphone et composa un autre numéro. Brigitte, contactez l'hôpital américain de Paris. Dites au docteur Lefebvre que j'arrive avec une patiente dans un état critique. Je veux la meilleure équipe prête à la recevoir. Quand il raccrocha, Chloé était de retour, tenant un petit sac à dos usé. « J'ai mis nos affaires ici, » dit-elle en lui montrant le sac. « Et les médicaments de maman aussi. »« Excellent travail », la félicita Antoine, essayant de sourire pour la rassurer. « Maintenant, je vais porter ta maman en bas. Une ambulance arrive, mais nous ne pouvons pas attendre. » Sans hésiter, Antoine enveloppa Camille dans une couverture et la souleva dans ses bras. Elle lui parut alarmante de légèreté, comme si la maladie avait consumé non seulement ses forces, mais sa substance même. Sa tête tomba contre sa poitrine, et un faible gémissement s'échappa de ses lèvres gercées. « Viens, Chloé, reste près de moi, reste. » Ensemble, ils descendirent les escaliers. Antoine, prudent pour ne pas bousculer Camille inutilement. Chloé suivait, une petite main agrippée à sa chemise, comme si elle avait peur qu'il disparaisse lui aussi. Quand ils atteignirent de la rue, Antoine aperçut un taxi qui passait et le héla d'urgence. Le chauffeur s'arrêta, regardant avec méfiance la femme inconsciente dans les bras d'Antoine. « Hôpital américain, le plus vite possible », ordonna-t-il, ouvrant déjà la portière arrière et plaçant doucement Camille sur le siège. « C'est une urgence. » Quelque chose dans son ton ou l'urgence de la situation convainquit le chauffeur qui hocha la tête et déverrouilla les portes. Antoine aida Chloé à monter et grimpa lui-même, gardant Camille blottie dans ses bras. « Si vous nous y amenez en moins de 15 minutes, je triple votre course, » ajouta-t-il. C'est tout ce qu'il fallut. Le taxi démarra en trombe, plongeant dans le trafic matinal avec une détermination renouvelée. Pendant le trajet, Antoine garda ses doigts sur le pouls de Camille, comptant les faibles battements comme s'il pouvait la maintenir en vie par la seule force de sa volonté. Chloé était assise tranquillement à côté de lui, les yeux fixés sur le visage de sa mère, serrant fort son sac à dos. « Elle va guérir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à un moment donné, sa voix si douce qu'Antoine l'entendit à peine. Il voulait dire oui, que tout irait bien, que sa mère s'en sortirait comme elle l'avait toujours fait. Mais il ne pouvait pas mentir à ses yeux verts, des yeux si semblables aux siens. « Je ferai tout ce que je peux pour m'en assurer, » répondit-il finalement, sachant que c'était la seule promesse honnête qu'il pouvait faire. Chloé sembla accepter cette réponse, hochant gravement la tête. Antoine réalisa avec un mélange d'admiration et de tristesse que cet enfant avait grandi bien trop vite, forcé de comprendre des réalités qu'aucun enfant ne devrait affronter. Le taxi s'arrêta brusquement devant l'entrée des urgences de l'hôpital. Comme promis, une équipe médicale attendait déjà à l'extérieur. 2 infirmières avec un brancard, un médecin en blouse blanche et Brigitte, l'assistante d'Antoine, qui était arrivée en avance pour s'assurer que tout était en place. Antoine sortit du taxi portant Camille, refusant le brancard pour l'instant. « Docteur Lefebvre » demanda-t-il en s'adressant au médecin. « Oui », répondit l'homme, évaluant déjà visuellement la patiente. « Nous allons la prendre en charge pour une évaluation immédiate. » Antoine plaça enfin Camille sur le brancard, mais ne lâcha pas sa main. Chloé sauta du taxi et courut de l'autre côté du brancard, saisissant l'autre main de sa mère. Alors que l'équipe médicale commençait à pousser le brancard à l'intérieur de l'hôpital, le docteur Lefebvre bombarda Antoine de questions sur les antécédents médicaux de Camille, ses symptômes, depuis combien de temps elle était inconsciente. Antoine répondit ce qu'il pouvait, douloureusement conscient du peu qu'il savait réellement de la femme qui lui avait été autrefois la plus proche. Étonnamment, Chloé combla de nombreuses lacunes. « Elle prend ça », dit-elle en sortant une petite boîte de son sac à dos et en la tendant au médecin. 3 fois par jour, et elle utilise cet inhalateur quand elle n'arrive pas à respirer. Le docteur Lefebvre examina rapidement les médicaments,
son expression devenant sérieuse. « Ta maman a des problèmes de cœur ou de poumons que tu connais, ma puce ?» demanda-t-il gentiment. Chloé hocha la tête. « Les deux. Elle dit que son cœur devient faible parfois et que ses poumons se remplissent d'eau. C'est pour ça qu'elle tousse autant. » Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Insuffisance cardiaque et œdème pulmonaire, des conditions graves qui pouvaient être fatales sans traitement approprié. « Depuis combien de temps a-t-elle ces symptômes ?» demanda le médecin, s'adressant maintenant principalement à Chloé alors qu'ils entraient dans une salle d'examen. « Toujours, » répondit simplement la petite fille. « D'aussi loin que je me souvienne. »« Des années, donc. » Camille était malade depuis des années, sans traitement adéquat, luttant seule, tout en élevant un enfant dont Antoine ignorait même l'existence. La culpabilité le frappa comme une avalanche. Pendant qu'il amassait des milliards et construisait son empire mondial, la femme qu'il avait aimée se consumait, économisant chaque centime pour s'occuper de la fille dont il ne savait rien. Une infirmière s'approcha, leur demandant gentiment d'attendre à l'extérieur pendant que l'équipe effectuait les premières procédures. Antoine hésita, réticent à quitter Camille, mais il savait que les médecins avaient besoin d'espace pour travailler. « Allons-y, Chloé, » dit-il en tendant la main à la fillette. « Nous allons attendre dehors. Les médecins prendront bien soin de ta maman. » Chloé jeta un dernier regard à Camille, puis s'agrippa à la main d'Antoine, le laissant la guider vers la salle d'attente. Brigitte suivit discrètement, gérant tout en coulisses, comme elle le faisait toujours. Ils s'assirent sur des chaises rembourrées dans une salle d'attente privée, séparée du public par de discrètes cloisons. Brigitte apporta de l'eau et du jus, offrant également des encas que Chloé refusa d'un signe de tête. « Je n'ai pas faim, » expliqua-t-elle. « J'ai l'estomac tout noué. » Antoine hocha la tête, comprenant parfaitement. Son propre estomac était noué par l'anxiété et la peur. « Monsieur Antoine ?» Chloé rompit le silence après quelques minutes. « Est-ce que ma maman va mourir ?» La question, posée avec une honnêteté enfantine brutale, coupa le souffle d'Antoine. Il se tourna pour lui faire face, voyant la peur sincère dans ses yeux, et voulant désespérément la protéger de toute douleur. « Pas si je peux l'en empêcher, » dit-il avec une détermination féroce qui le surprit lui-même. « Cet hôpital a certains des meilleurs médecins du monde, et ils feront tout ce qu'ils peuvent pour aider ta maman. » Chloé étudia son visage un instant, comme si elle cherchait le moindre signe de tromperie ou d'hésitation. Puis, à la surprise d'Antoine, elle se rapprocha et posa sa tête contre son bras. « Merci de nous aider, » dit-elle doucement. « J'ai prié pour que quelqu'un vienne. » Antoine sentit une boule dans sa gorge et, sur une impulsion, plaça son bras autour de ses épaules, la rapprochant. « Je suis là maintenant, » promit-il, « et je ne vais nulle part. » Ils restèrent ainsi en silence pendant près d'1 heure. Finalement, Chloé accepta un peu de jus d'orange et un sandwich que Brigitte lui offrit, mangeant lentement sans grand enthousiasme. Antoine gardait les yeux fixés sur les portes par lesquelles Camille était passée, comme si sa seule volonté pouvait faire apparaître des nouvelles. Brigitte était assise de l'autre côté, discrètement, filtrant les appels et les messages incessants qui arrivaient sur le téléphone d'Antoine, le protégeant du monde extérieur qui continuait de tourner, ignorant le drame qui se jouait là. Finalement, le docteur Lefebvre sortit, toujours dans sa blouse blanche et tenant un presse-papier. Son visage était sérieux, mais pas sombre, un léger soulagement pour Antoine, qui avait appris à interpréter les expressions médicales au fil des ans. Antoine se leva immédiatement, Chloé l'imitant, s'agrippant fermement à sa main avec une force surprenante pour quelqu'un de si petit. « Monsieur Moreau, » commença le médecin, « nous avons réussi à stabiliser Madame Dubois. » Antoine expira le souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. « Qu'a-t-elle exactement ?» Le docteur Lefebvre jeta un coup d'œil à Chloé, puis à nouveau à Antoine, manifestement incertain de la quantité de détails à révéler devant un enfant. Antoine hésita, ne voulant pas l'effrayer, mais sachant aussi que Chloé méritait de savoir ce qui arrivait à sa mère. « Chloé, » dit-il en s'accroupissant pour la regarder dans les yeux, « je dois parler au docteur de l'état de ta maman.
Peux-tu attendre avec Brigitte quelques minutes? Je te promets de tout expliquer après, d'une manière que tu pourras comprendre. » La fillette se mordit la lèvre, regardant du docteur à Antoine, puis à Brigitte, qui sourit de manière encourageante. « D'accord, » accepta-t-elle finalement. « Mais ne prends pas trop de temps. »« Promis, » dit Antoine en lui serrant doucement la main avant de la lâcher. Brigitte guida Chloé vers un petit coin jeu dans le coin de la salle d'attente, assez loin pour qu'elle ne puisse pas entendre la conversation, mais toujours à portée de vue d'Antoine. Il se retourna vers le médecin, se préparant au pire. « Est-ce grave ?» demanda-t-il directement. Le docteur Lefebvre n'hésita pas. « C'est sérieux, mais pas désespéré. Madame Dubois souffre d'une cardiomyopathie dilatée avec une insuffisance cardiaque congestive en résultant. Elle a également un œdème pulmonaire important et des signes de pneumonie bactérienne, ce qui semble être le déclencheur immédiat de sa décompensation actuelle. » Antoine absorba l'information, son esprit triant automatiquement les options comme il le faisait en affaires. Pronostic? Avec un traitement immédiat et agressif, les chances sont bonnes. Nous avons déjà commencé des antibiotiques à large spectre pour la pneumonie, ainsi que des médicaments pour améliorer sa fonction cardiaque. L'œdème pulmonaire répond aux diurétiques, à long terme. Le médecin hésita légèrement. La cardiomyopathie est une maladie chronique. D'après ce que je peux dire des tests préliminaires, son cœur a subi des dommages importants, probablement parce qu'il n'a pas été traité pendant si longtemps. Aura-t-elle besoin d'une greffe? Antoine alla droit au but. Il est trop tôt pour le dire avec certitude, mais ce n'est pas à exclure. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur sa stabilisation et le traitement de la pneumonie. Je recommande une série de tests plus détaillés une fois qu'elle sera assez forte pour les supporter. Antoine hocha la tête, prenant déjà des décisions mentales. Faites tout ce qu'il faut, docteur Lefebvre. Le coût n'est pas un problème. Je veux la meilleure équipe, les meilleurs spécialistes, les meilleurs traitements disponibles. S'il existe une option expérimentale qui pourrait aider, je veux le savoir. Compris, monsieur Moreau. J'ai déjà alerté notre équipe de cardiologie. Le docteur Renaud, le chef de service, est en route. Quand pourrais-je la voir? Bientôt. Nous la transférons en soins intensifs pour au moins 24 heures de surveillance étroite. Une fois qu'elle sera installée, nous autoriserons de brèves visites. Antoine remercia le médecin qui promit de revenir avec des nouvelles. Seul un instant, Antoine s'autorisa à ressentir tout le poids de la situation. Camille aurait pu mourir aujourd'hui. L'aurait probablement fait s'il n'était pas arrivé. La pensée était insupportable. Il prit plusieurs profondes respirations, se reprenant avant de retourner vers Chloé. Elle le regardait attentivement de l'autre côté de la pièce, ignorant la tablette de jeu que Brigitte lui avait offerte. Quand Antoine s'approcha, Chloé se leva immédiatement. « Comment va, maman ?» demanda-t-elle, ses grands yeux verts, effrayés, mais déterminés à connaître la vérité. Antoine s'assit à côté d'elle, choisissant ses mots avec soin, visant le niveau de compréhension d'un enfant de 6 ans. « Ta maman est très malade, Chloé, » commença-t-il doucement. « Son cœur ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait, et ses poumons sont également affectés. En plus, elle a attrapé une infection, un peu comme une très mauvaise grippe, qui a tout aggravé. » Chloé hocha gravement la tête. Je savais qu'elle allait de plus en plus mal. Elle essayait de le cacher, mais je le voyais bien. La perspicacité de l'enfant était à la fois admirable et déchirante. « Les médecins s'occupent d'elle maintenant, » continua Antoine. « Ils lui ont donné des médicaments pour combattre l'infection et aider son cœur à mieux fonctionner. Elle devra rester à l'hôpital quelques jours, peut-être plus. »« Je peux la voir ?» demanda Chloé, sa voix petite mais pleine d'espoir. « Bientôt, dès que les médecins l'auront installée dans une chambre spéciale. Pour l'instant, nous devons être patients. » Chloé resta silencieuse un moment, traitant l'information. Puis, à la surprise d'Antoine, elle se pencha et le serra dans ses bras, pressant son visage contre sa poitrine. « J'ai peur, » admit-elle, sa voix étouffée par sa chemise. Antoine l'enlaça, ressentant une protection féroce qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. À cet instant, il sut qu'il ferait n'importe quoi, absolument n'importe quoi,
pour protéger cet enfant. « Je sais, » répondit-il doucement. « J'ai peur aussi. Mais nous sommes ensemble là-dedans maintenant, toi et moi. Nous nous occuperons de ta maman ensemble. » Chloé releva la tête. Ses yeux verts, les yeux d'Antoine, remplis de larmes, mais aussi d'un espoir fragile. « Promis ?» demanda-t-elle. « Promis », répondit Antoine, scellant un engagement qu'il savait changerait sa vie à jamais. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'admission de Camille à l'hôpital. La pneumonie commençait à répondre aux antibiotiques, mais son état cardiaque nécessitait toujours une surveillance intense. Les médecins mentionnèrent des semaines d'hospitalisation et peut-être une intervention chirurgicale pour implanter un dispositif d'assistance ventriculaire. Pendant ce temps, Antoine réorganisa complètement sa vie. Il annula des voyages d'affaires, délégua des responsabilités et installa un bureau de fortune dans la suite d'hôpital qu'il avait arrangé pour Camille. Mais le développement le plus surprenant pour tout le monde, y compris lui-même, fut la façon naturelle avec laquelle il prit en charge Chloé. La première nuit, lorsqu'il devint clair que Camille ne sortirait pas de sitôt, Antoine fut confronté à un dilemme. Que faire de Chloé? L'enfant n'avait pas d'autre famille, et l'unique voisine qui la gardait parfois, Madame Rodriguez, était en voyage. « Tu peux rester avec moi pendant que ta maman se rétablit », offrit-il, hésitant, craignant qu'elle ne le rejette. « J'ai une chambre d'amis qui peut être la tienne pour l'instant. » Chloé regarda sa mère endormie dans le lit d'hôpital, puis, de nouveau, Antoine. Ses yeux verts semblèrent peser toutes les possibilités. « Maman voudrait que je sois avec quelqu'un de sûr, » dit-elle finalement, avec une maturité qui continuait de le surprendre. « Je peux amener mon ours en peluche, Théodore ?» Antoine sentit une vague de soulagement. « Bien sûr que tu peux, et tout ce que tu veux d'autre. » La même nuit, après une visite rapide à son appartement pour récupérer les affaires de Chloé, y compris Théodore, un ours brun dépenaillé qui semblait être son plus proche compagnon, ils se dirigèrent vers l'appartement d'Antoine, sur l'avenue Montaigne. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent alors qu'il traversait le hall en marbre, avec son haut plafond et ses lustres en cristal. « Tu habites dans un château ?» demanda-t-elle d'une voix feutrée, s'agrippant à la main d'Antoine, tout en observant les environs. Antoine sourit. « Ce n'est pas un château, juste un vieil immeuble où vivent des gens riches. »« Tu es riche ?» La question directe de l'enfant, typique d'une fillette de 6 ans, prit Antoine par surprise. « Oui, » admit-il. « J'ai beaucoup d'argent. » Chloé hocha la tête, absorbant l'information. « Alors pourquoi maman et moi n'en avons pas ?» La question innocente frappa Antoine comme un coup physique. Comment pouvait-il expliquer à une enfant de 6 ans les échecs compliqués des adultes, les choix qui mènent à des chemins séparés, l'orgueil blessé, la communication rompue? « C'est compliqué, » réussit-il finalement à dire. « Mais je te promets que je t'expliquerai mieux quand tu seras un peu plus grande. » À sa surprise, Chloé parut satisfaite, hochant simplement la tête à nouveau. À l'intérieur de l'appartement, il lui montra la chambre d'amis que Brigitte avait rapidement meublée avec quelques articles de base pour enfants, une lampe colorée, des livres d'histoire et quelques jouets simples. « Ceci peut être ta chambre pendant que tu es ici, » dit-il. « Demain, nous pourrons acheter plus de choses que tu aimes. » Chloé explora l'espace avec curiosité, plaçant soigneusement Théodore sur le lit, king size, qui semblait absurdement grand pour son petit corps. « C'est joli, » commenta-t-elle, « mais ça n'a pas l'air réel. » Antoine comprit exactement ce qu'elle voulait dire. La pièce, avec son décor élégant mais impersonnel, manquait de chaleur et d'histoire, les marques d'un foyer habité. Ce n'était pas comme le minuscule appartement exigu qu'elle partageait avec Camille, qui était plein d'amour, malgré sa pauvreté. Cette première nuit fut étrange pour eux deux. Antoine prépara un dîner simple, des coquillettes au jambon, l'une des rares choses qu'il savait cuisiner, et essaya de maintenir une conversation naturelle avec Chloé. L'enfant répondait poliment, mais il y avait une distance dans son comportement, une inquiétude qui assombrissait ses pensées. Au moment du coucher, il l'aida à se brosser les dents et à se changer, se sentant entièrement maladroit et non préparé pour la tâche. « Ta maman va guérir, » dit-il en l'abordant,
essayant d'offrir un peu de réconfort. Chloé hocha la tête, serrant Théodore dans ses bras. « Elle est forte, » répondit-elle simplement. « Bonne nuit, monsieur Antoine. »« Tu peux m'appeler Antoine si tu veux, » proposa-t-il. Elle y réfléchit un instant. « D'accord, bonne nuit, Antoine. » Les jours qui suivirent impliquèrent une série de petits ajustements. Antoine, habitué à diriger des sociétés multinationales, découvrit que gérer la routine d'un enfant de 6 ans était tout aussi difficile. Il y avait des horaires à tenir, des repas à préparer, des bains à superviser. Il engagea une assistante personnelle, spécifiquement pour aider avec Chloé, mais Antoine insista pour être aussi impliqué que possible. De son côté, Chloé observait tout avec des yeux curieux, s'adaptant silencieusement à son nouvel environnement. Elle était étonnamment facile à vivre, peut-être parce qu'elle avait grandi en assumant des responsabilités au-delà de son âge, ou peut-être parce qu'elle comprenait instinctivement la gravité de la situation de sa mère. Chaque jour, il rendait visite à Camille à l'hôpital. Les visites étaient courtes, car elle passait le plus clair de son temps à dormir, souvent sous l'influence de médicaments qui la laissaient groggy. Mais ces brefs moments étaient le clou de la journée de Chloé. L'enfant parlait à sa mère de tout ce qu'elle avait fait, lui montrant des dessins et des petits cadeaux qu'elle avait fabriqués. Au cours d'une de ces visites, Antoine observait d'un coin alors que Chloé chuchotait quelque chose à l'oreille de sa mère inconsciente. L'intimité de ce moment, la confiance absolue que même dans son sommeil, Camille écoutait, remua quelque chose de profond en lui. Il réalisa alors qu'il ferait n'importe quoi pour protéger ce lien. Le 3e jour, les choses commencèrent à changer entre eux. Une routine s'était installée. Le matin, ils allaient prendre voir Camille, qui était réveillée pendant des périodes légèrement plus longues chaque jour, bien que toujours très faible. L'après-midi, pendant qu'Antoine travaillait à distance, Chloé s'occupait avec les nouveaux jouets et livres qu'il lui avait achetés. Le soir, ils prenaient un dîner simple et parlaient de la journée. C'est au cours de l'un de ces dîners que la première véritable percée se produisit. « Antoine, » dit Chloé, poussant les coquillettes dans son assiette. « Je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr, » répondit-il en posant sa fourchette pour montrer qu'elle avait toute son attention. « Comment as-tu rencontré ma maman ?» La question prit Antoine au dépourvu, le faisant s'étouffer avec le vin qu'il sirotait. Quand il se reprit, il vit Chloé qui l'observait avec un mélange de curiosité et de patience, attendant sa réponse. Un bref instant, il envisagea d'inventer quelque chose, une version plus simple ou éditée de la vérité, mais quelque chose dans son regard, si semblable au sien, exigeait l'honnêteté. « Ta maman et moi, nous nous sommes rencontrés il y a longtemps, » commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. Je venais de lancer mon entreprise, et elle travaillait dans un café près de mon premier bureau. Chloé écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Chaque jour, j'y allais pour un café, et chaque jour, elle me faisait ce sourire spécial que seule elle pouvait faire, continua Antoine, ressentant une pointe de nostalgie et de chagrin. Un jour, après presque un mois, j'ai enfin trouvé le courage de l'inviter à sortir. « A-t-elle dit oui ?» demanda Chloé, se penchant en avant, complètement absorbée par l'histoire. « Pas la première fois, » dit Antoine en souriant au souvenir. Elle a dit qu'elle était trop occupée. Alors, j'ai redemandé le lendemain, et le suivant? Au 4e jour, elle a finalement dit oui, juste pour que j'arrête de demander. Chloé gloussa, un son cristallin qui illumina l'appartement habituellement silencieux, d'une joie inattendue. Nous sommes sortis ensemble pendant près de 2 ans, poursuivit Antoine, entrant maintenant en terrain plus difficile. C'étaient les meilleures années de ma vie. Ta maman est spéciale. Elle a une façon de faire en sorte que n'importe quel endroit ressemble à une maison. Je sais, dit Chloé, hochant la tête d'un air entendu. Elle fait le meilleur chocolat chaud du monde, même quand on n'a pas de vrai chocolat. Antoine sentit une boule se former dans sa gorge. Ça lui ressemble tout à fait. « Et puis, demanda Chloé, pourquoi n'êtes-vous pas restés ensemble ?» Antoine prit une profonde inspiration. C'était la partie la plus difficile, mais il savait qu'il devait la vérité à cet enfant.
J'ai fait des erreurs, Chloé. De grosses erreurs. Mon entreprise a commencé à grandir et j'ai laissé le travail devenir plus important que tout, plus important que ta maman, plus important que de construire une vie ensemble. Je voyageais constamment et j'étais à peine là quand elle avait besoin de moi. Chloé garda son regard fixé sur lui, sans jugement, essayant juste de comprendre. Finalement, j'ai eu une opportunité d'affaires en Chine et je l'ai acceptée sans vraiment en discuter avec elle. C'était censé durer 6 mois, mais ça a fini par durer 1 an. Quand tu es revenu, elle était partie, conclut Chloé. Antoine hocha la tête, étonné de sa perspicacité. Oui, elle était partie. Je l'ai perdue à cause des mauvais choix que j'ai faits. Un silence pesa entre eux, tandis que Chloé traitait l'information. Puis, à la surprise d'Antoine, elle tendit la main et toucha doucement la sienne. « Mais maintenant tu es là, » dit-elle simplement. « Et tu aides maman, et tu t'occupes de moi. » Antoine sentit les larmes lui brûler au coin des yeux. « Oui, » réussit-il à dire. « Je suis là maintenant, et je veux faire les choses différemment cette fois. Si ta maman me le permet, si tu me le permets. » Chloé considéra cela avec le sérieux de quelqu'un de bien plus âgé que 6 ans. « Je pense que tu mérites une seconde chance, » déclara-t-elle finalement. Tout le monde en mérite une s'ils sont vraiment désolés. Quelque chose changea entre eux à ce moment-là. Ce ne fut pas une révélation dramatique ou une transformation instantanée, mais le début de la confiance, encore fragile, mais réelle. Un pont qui commençait à se former sur le gouffre des années perdues, soutenu par l'honnêteté et le désir sincère d'Antoine de faire mieux. Plus tard dans la soirée, quand il borda Chloé, elle lui demanda de lui lire une histoire. Et pour la première fois, elle lui permit de s'asseoir sur le bord du lit au lieu de sur la chaise plus éloignée. Un petit geste, mais qui signifiait tout. « C'était l'histoire préférée de ta maman quand nous étions plus jeunes, » dit Antoine en lui montrant le livre qu'il avait choisi, un conte classique pour enfants que Camille avait mentionné une fois. Les yeux de Chloé s'illuminèrent à cette connexion inattendue avec sa mère. « Vraiment ? Elle ne me l'a jamais dit. » « Il y a beaucoup de choses que vous avez encore à découvrir l'une sur l'autre, » dit doucement Antoine, « et plein d'histoires que nous pouvons créer ensemble à partir de maintenant. » Tandis qu'il lisait, il regarda les yeux de Chloé s'alourdir, jusqu'à ce qu'elle s'endorme finalement, Théodore serré contre sa poitrine. Antoine resta là un long moment, contemplant le visage de la fille qu'il commençait à peine à connaître, émerveillé par la façon dont quelqu'un de si petit et fragile pouvait détenir une telle force et une telle sagesse. Jour après jour, de petits moments comme celui-ci construisirent entre eux un lien qu'Antoine n'avait jamais connu auparavant. Un lien forgé non pas par de grands gestes ou des cadeaux coûteux, mais par une présence constante, l'honnêteté et les routines simples qu'ils partageaient. L'affection tranquille qui grandissait, solide et pourtant douce, comme une plante cherchant la lumière du soleil, après un long temps dans l'obscurité. Une semaine s'était écoulée depuis l'hospitalisation de Camille. Sa santé montrait des signes encourageants d'amélioration, bien que les médecins restassent prudents. L'infection pulmonaire répondait bien aux antibiotiques, et les médicaments pour le cœur semblaient stabiliser son état, du moins pour le moment. Pour Antoine et Chloé, ces jours créèrent une routine quasi familiale. Les matins commençaient par un petit déjeuner ensemble. Antoine avait appris à faire des crêpes en forme d'animaux qui faisaient sourire Chloé. Puis il rendait visite à Camille à l'hôpital, passant quelques heures à ses côtés. L'après-midi, pendant qu'Antoine travaillait dans son bureau improvisé, Chloé coloriait ou lisait les nouveaux livres qu'il lui avait achetés. Les soirées amenaient des dîners simples, suivis d'histoires pour s'endormir. Progressivement, les moments de gêne se firent plus rares, et une véritable connexion commença à s'épanouir. Chloé n'hésitait plus à demander de l'aide quand elle en avait besoin, et Antoine ne se sentait plus entièrement perdu dans la prise en charge de ses besoins quotidiens. Ce soir-là, en attendant une livraison de pizza à la demande de Chloé, ils étaient assis dans le spacieux salon donnant sur le jardin du Luxembourg. Chloé était occupée à dessiner, sa langue sortant en signe de concentration.
Antoine était sur son ordinateur portable, levant occasionnellement les yeux pour la regarder. « Que dessines-tu » demanda-t-il finalement, curieux de sa concentration intense. Chloé leva le papier pour montrer une esquisse simple, mais expressive de 3 bonshommes allumettes. Un grand, un moyen et un petit, se tenant tous la main. « C'est nous, » expliqua-t-elle. « Moi, maman et toi. » Quelque chose se tordit dans la poitrine d'Antoine, un sentiment pour lequel il n'avait pas de nom. C'était à la fois douloureux et réconfortant. « C'est un très beau dessin, » dit-il, la voix légèrement rauque. « Je peux le garder quand tu auras fini ?» Chloé hocha la tête, reprenant son travail avec une nouvelle dévotion. Quelques minutes plus tard, elle rompit le silence avec une question qui semblait sortie de nulle part. « Antoine, tu penses que mon papa est mort ?» La question le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Il ferma lentement son ordinateur portable, gagnant du temps pour réfléchir. Chloé le regardait avec ses yeux verts inquisiteurs, ses yeux attendant sa réponse. « Pourquoi demandes-tu ça » réussit-il finalement. Chloé haussa les épaules, mais il y avait une tension dans ses petites épaules qui trahissait son ton désinvolte. « Parfois, je pense qu'il doit l'être, parce que s'il ne l'était pas, pourquoi ne nous aurait-il jamais cherchés? Mais d'autres fois... » Elle s'interrompit, regardant son dessin. « D'autres fois, je pense que peut-être il ne s'en souciait juste pas assez. » Antoine eut l'impression que quelque chose s'arrachait de sa poitrine. L'idée que sa fille avait passé des années à imaginer son père comme mort, ou pire, indifférent, était presque insupportable. « Qu'est-ce que ta maman dit de lui » demanda-t-il prudemment, conscient de marcher sur un terrain extrêmement délicat. Chloé leva à nouveau les yeux, et la simplicité de sa réponse fut plus dévastatrice que n'importe quelle élaboration. « Maman n'a jamais parlé de mon papa. Je n'ai jamais su qui il était. » Antoine sentit l'impact de ces mots comme une vague froide déferlant sur lui. Camille n'avait jamais mentionné son existence à Chloé, même pas pour créer une histoire à son sujet. Elle l'avait complètement effacé de leur récit, comme s'il n'avait jamais existé. C'était une absence si complète et délibérée qu'Antoine comprit enfin la profondeur de la blessure de Camille. Elle préférait élever sa fille sans aucune figure paternelle, plutôt que de partager le moindre souvenir de lui. « Lui as-tu déjà demandé » s'enquit-il doucement. Chloé se mordit la lèvre inférieure, ce geste qu'il reconnaissait maintenant comme le sien, reflété chez sa fille. « J'ai demandé une fois quand j'avais 5 ans. Mes amis à l'école parlaient puis de leur papa, et je voulais savoir pour le mien. » Elle s'arrêta, se souvenant. Maman est devenue très triste, vraiment très triste. Elle a pleuré toute la nuit. Je n'ai plus jamais demandé. Antoine ferma les yeux un instant, sentant la douleur de ce souvenir se propager en lui. Camille pleurant seule la nuit, une Chloé confuse et effrayée. Tous deux les résultats de ses choix, de son absence. « Tu penses que c'était une mauvaise personne » demanda Chloé, sa petite voix coupant à travers ses pensées. Antoine ouvrit les yeux pour la trouver en train de le regarder attentivement, comme si ses paroles pouvaient percer le mystère qui avait entouré toute sa courte vie. « Non, » répondit-il prudemment. « Je pense que parfois les gens font des erreurs, de très grosses erreurs, qui finissent par blesser les gens qu'ils aiment, même s'ils ne le veulent pas. »« Comme les erreurs que tu as faites avec ma maman ?» demanda Chloé, son regard pénétrant, faisant se sentir Antoine complètement transparent. « Oui, » admit-il, « comme celle-là. » Chloé parut y réfléchir profondément avant de parler à nouveau. « Tu sais, parfois je m'invente des histoires sur lui, » confessa-t-elle doucement. « Dans ma tête, parfois c'est un astronaute qui a dû aller dans l'espace pour une mission très importante, ou un explorateur perdu dans la jungle, ou... » Elle hésita, sa voix soudainement timide. « Ou quelqu'un comme toi. » Le cœur d'Antoine faillit s'arrêter. « Comme moi ?» Chloé hocha la tête en rougissant. « Quelqu'un de gentil, qui raconte des histoires et qui fait des crêpes rigolotes. Qui s'occupe de nous quand on a besoin de lui ?» À cet instant, Antoine éprouva à la fois la douleur et la joie de la manière la plus intense. Il voulait la prendre dans ses bras, crier la vérité,
tout déclarer. Mais il ne le pouvait pas. Ce n'était pas son secret à révéler, pas sans Camille. Ce ne serait juste pour aucun d'eux. Au lieu de cela, il écarta doucement une boucle rebelle derrière l'oreille de Chloé, un geste qu'il avait vu Camille faire tant de fois lors de leurs visites à l'hôpital. « N'importe quel homme aurait de la chance d'être ton père, Chloé, » dit-il doucement. « Et s'il savait pour toi, je suis sûr qu'il serait la personne la plus fière du monde. » Elle le récompensa d'un sourire aussi éclatant qu'un rayon de soleil perçant des nuages denses. Leur conversation dériva vers des sujets plus légers lorsque la pizza arriva, mais quelque chose de plus profond avait changé entre eux, une compréhension plus forte, une confiance plus solide. Antoine savait qu'il avait été testé d'une manière ou d'une autre, et pour l'instant, il avait réussi. Plus tard dans la nuit, après avoir mis Chloé au lit, Antoine s'assit dans son bureau avec un verre de whisky intact, réfléchissant à tout ce qu'il avait appris. Par des questions subtiles pendant la semaine, par des conversations avec Brigitte, qui avait creusé le passé de Camille, et maintenant par les révélations de Chloé, Antoine avait reconstitué une image sombre des années qui s'étaient écoulées. Quand Camille avait disparu de sa vie, elle était au début de sa grossesse, probablement sans même le savoir au début. Une fois qu'elle l'a su, elle a choisi d'y faire face seule, plutôt que de le chercher. Elle a déménagé plusieurs fois, a pris des emplois précaires, tandis que sa santé se détériorait lentement. Il y a eu des périodes sans domicile fixe, des nuits passées dans des refuges, une vraie faim quand l'argent s'épuisait avant la fin du mois. Une lutte constante contre un système de santé qui offrait un soutien inadéquat. Et à travers tout cela, il y avait Chloé, une enfant grandissant dans des conditions qu'aucun enfant ne devrait jamais endurer, et développant pourtant une résilience, une intelligence et une gentillesse qui défirment ces circonstances. Antoine leva son verre, regardant la lumière de la lampe se réfracter dans le liquide ambré. Sa fortune, son empire, tout semblait soudain vide, comparé à ce qu'il aurait pu avoir, à ce qu'il aurait pu leur donner. Cette nuit-là, seul dans son bureau luxueux, il fit un vœu silencieux qui allait au-delà de ses promesses précédentes. Sa mission n'était pas seulement de réparer le passé, bien que cela restât crucial. C'était de construire un avenir où Chloé n'aurait plus à inventer des histoires sur un père absent. Un avenir où Camille n'aurait pas à porter seule ses fardeaux, jusqu'à l'effondrement. Un avenir où ils pourraient être la famille qu'ils étaient censés être depuis le début. Tandis que Camille dormait dans son lit d'hôpital, reprenant lentement ses forces, et que Chloé rêvait dans la pièce voisine, Antoine comprit enfin son véritable but. Ce n'était pas de créer de la richesse, de construire des entreprises ou d'accumuler du pouvoir. C'était d'aimer et de protéger ces deux personnes qui, même en son absence, l'avaient complètement façonné. Et il se promit, avec chaque once de détermination qu'il possédait, que tant qu'il vivrait, elle ne connaîtrait plus jamais la faim, le sans-abrisme ou l'abandon. Elle ne se battrait plus jamais seule. Elle n'aurait plus jamais peur de demain. Cette promesse, faite dans les heures silencieuses de la nuit, c'est là une transformation qui avait commencé au moment où il avait vu pour la première fois les yeux verts de Chloé vendant des oranges à un coin de rue aléatoire à Paris. La chambre d'hôpital était calme ce matin-là, à l'exception du bip régulier des machines, surveillant les signes vitaux de Camille. Antoine était assis sur la chaise à côté de son lit, concentré sur son ordinateur portable, pendant qu'elle dormait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis son admission, et les médecins étaient satisfaits de ses progrès. La pneumonie était entièrement sous contrôle, et son état cardiaque était stable, bien que des options de traitement à long terme devaient être discutées. Chloé était à l'école. Antoine avait trouvé une institution privée près de l'hôpital qui avait accepté de l'inscrire en milieu de semestre. D'abord hésitante, la fillette s'était étonnamment bien adaptée, surtout après qu'Antoine lui eut expliqué qu'il pourrait rendre visite à Camille tous les jours après l'école. Un mouvement subtil dans le lit attira son attention. Camille bougea légèrement, ses doigts tressaillant sur la couverture blanche. Antoine ferma son ordinateur portable et se pencha en avant, l'observant attentivement. Au cours des derniers jours, elle s'était réveillée quelques fois, mais seulement brièvement, encore groggy à cause des médicaments. Cette fois, cependant, quand ses yeux s'ouvrirent, il y avait en eux une clarté qui n'était pas là auparavant.
Camille cligna plusieurs fois des yeux, s'habituant à la lumière douce qui filtrait à travers les stores à moitié ouverts. Son regard balaya la pièce jusqu'à se poser sur Antoine. « De l'eau !» croassa-t-elle, sa voix rauque par le manque d'usage. Antoine se leva immédiatement, saisissant le gobelet et la paille qu'il gardait prêts sur la table de chevet. Il l'aida à relever légèrement la tête et porta la paille à ses lèvres. Camille but quelques gorgées, puis ferma les yeux un instant, comme si le simple fait de boire de l'eau était le plus précieux des soulagements. « Merci, » dit-elle, quand elle eut fini, se réinstallant sur l'oreiller. Antoine reposa le gobelet sur la table et s'assit, ne sachant que dire. Au cours des 2 semaines où elle avait été hospitalisée, il avait imaginé ce moment d'innombrables fois, ce qu'il dirait, comment il expliquerait tout ce qui s'était passé, comment il discuterait de Chloé. Mais maintenant, confronté au regard direct de Camille, aucune de ses paroles répétées ne semblait juste. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle, rompant le silence. « 2 semaines, répondit-il. Tu avais une pneumonie aiguë en plus de ton problème cardiaque. C'était effrayant. » Camille hocha légèrement la tête, comme si elle s'y attendait. « Chloé ?»« Elle va bien, elle est à l'école en ce moment. Elle était restée avec moi pendant que tu étais inconsciente. » Une ombre d'inquiétude traversa le visage de Camille. « L'école ?» « Je l'ai inscrite à l'école alsacienne, à quelques rues d'ici. C'est une bonne école. Elle s'adapte bien, tout bien considéré, » expliqua Antoine, tentant de la rassurer. « Nous te rendons visite tous les jours. » Camille resta silencieuse quelques instants, digérant l'information. Quand elle reprit la parole, sa voix était plus forte, mais empreinte d'une émotion réprimée. « Merci. Tu m'as sauvé la vie, mais les vieilles blessures existent toujours. » L'honnêteté de cette déclaration le toucha profondément. Il n'y avait aucune accusation ouverte dans son ton, mais une reconnaissance claire que la gratitude n'effaçait pas le passé. « Je sais, » répondit-il avec une égale honnêteté. « Je ne m'attends pas à ce que tu oublies ou que tu pardonnes facilement. Je veux juste aider de toutes les manières possibles. » Camille l'étudia un instant, ses yeux verts si semblables à ceux de Chloé, scrutant son visage comme si elle y cherchait quelque chose de spécifique. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. « Après tout ce temps, pourquoi maintenant ?» Antoine aurait pu dire beaucoup de choses, mentionner la rencontre fortuite avec Chloé, parler de sa quête de rédemption ou de son regret. Mais il choisit la vérité la plus simple. « Parce que j'ai enfin compris ce qui compte vraiment, » dit-il. « Et ce n'est rien de ce que j'ai passé des années à poursuivre. » Camille ne répondit pas, mais quelque chose dans son regard s'adoucit de manière presque imperceptible. Elle tourna la tête vers la fenêtre, regardant le ciel bleu et les nuages qui dérivaient. « Les médecins ont dit quand je pourrais rentrer ?» demanda-t-elle après un moment. Antoine hésita. « Dans quelques jours, probablement. Mais Camille, à propos de ton logement… » « Quoi, mon logement ?»« J'ai déménagé tes affaires et celles de Chloé dans un appartement que j'ai loué près d'ici temporairement, » expliqua-t-il prudemment. « J'ai pensé que ce serait plus pratique pendant ta convalescence, être proche de l'hôpital et de l'école de Chloé. » Il s'attendait à de la colère, une indignation juste qu'il ait pris une décision si importante sans la consulter. Mais Camille hocha simplement la tête, faiblement. « C'est logique, » dit-elle. « Merci. » Le silence s'installa de nouveau entre eux, moins tendu cette fois, mais toujours chargé de mots non dits. Antoine voulait poser des questions sur le passé, sur les années perdues, sur Chloé. Il voulait avouer qu'il savait, qu'il avait compris, mais quelque chose le retenait, le respect de son timing, le besoin de Camille de faire face au présent avant de confronter le passé. « Pourrais-tu m'apporter un miroir ?» demanda-t-elle, interrompant ses pensées. Antoine trouva un petit miroir dans le tiroir de la table de chevet et le lui tendit. Camille observa son reflet avec une expression neutre, son visage aminci, ses cheveux ternes, sa peau pâle. Elle ne montra aucune surprise ni tristesse, juste de l'acceptation. « J'y suis presque passé cette fois, n'est-ce pas ?»
demanda-t-elle en lui rendant le miroir. « Oui, dit-il, se souvenant de la peur qu'il avait ressentie. « Mais tu es forte, Camille. Tu l'as toujours été. » Un sourire fragile, son premier depuis son réveil, traversa ses lèvres un instant. « Je devais l'être. » À ce moment, la porte s'ouvrit et un médecin entra, suivi d'une infirmière. Ils sourirent tous les deux en voyant Camille réveillée. « Madame Dubois, heureux de vous voir réveillée et consciente, » salua le médecin en s'approchant du lit. « Comment vous sentez-vous » Antoine se leva, laissant de la place au médecin pour examiner Camille. « Je vais chercher un café pendant que vous vous faites examiner, » dit-il. « Je reviens tout de suite. » Camille hocha la tête et Antoine quitta la pièce, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. La glace était brisée, mais le chemin à parcourir restait long et incertain. Dans les semaines qui suivirent, alors que Camille reprenait progressivement ses forces, la dynamique entre eux trois évolua lentement. Après sa sortie, elle emménagea dans l'appartement qu'Antoine avait loué, un confortable 3 pièces donnant sur un petit parc. Bien qu'initialement réticente, elle accepta après qu'Antoine lui eut expliqué que ce n'était que temporaire, jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie et qu'ils puissent discuter d'options plus permanentes. Antoine ne s'installa pas dans cet appartement, gardant son propre logement à quelques rues de là, mais il y passait le plus clair de son temps. Il engagea une infirmière pour aider Camille pendant la journée, et chaque soir, après avoir récupéré Chloé à l'école, ils dînaient ensemble. Au début, ses repas étaient silencieux et maladroits. Camille, encore faible et digérant tout ce qui s'était passé, parlait peu. Antoine, soucieux de ne pas la brusquer, s'en tenait à des sujets sûrs, les progrès de Chloé à l'école, les nouvelles du jour, les plans pour le prochain repas. Sentant la tension, Chloé alternait entre des tentatives pour les égayer et des moments d'observation silencieuse. Mais au fil des jours, de petits changements commencèrent à apparaître. Le premier signe vint un après-midi où Antoine arriva pour trouver Camille et Chloé dans la petite cuisine, tentant de faire des biscuits. La farine était partout et une odeur de quelque chose de légèrement brûlé flottait dans l'air. « On fait des biscuits », annonça fièrement Chloé, le visage poudré de farine. « Mais je crois que la première fournée n'est pas très réussie. » Camille, perchée sur un tabouret près du comptoir, avait l'air fatiguée, mais une étincelle brillait dans ses yeux qu'Antoine n'avait pas vue depuis longtemps. « J'ai insisté, » expliqua-t-elle avec un léger haussement d'épaules. « Apparemment, les biscuits sont essentiels à la guérison. »« Absolument, » approuva Antoine, jouant le jeu. « J'ai entendu dire que l'odeur des biscuits fraîchement cuits augmente les globules blancs de 200%. » Chloé rit, un son cristallin qui sembla illuminer le petit appartement. « Tu as inventé ça ?» Pris la main dans le sac, admit Antoine en levant les mains en signe de reddition. « Mais il est vrai que les biscuits rendent tout meilleur. Puis-je aider pour la prochaine fournée ?» À sa surprise, Camille répondit « S'il te plaît, il est clair que nous avons besoin d'une supervision professionnelle. » Cet après-midi marqua un tournant subtil. La glace ne fondit pas entièrement, mais elle commença à se fissurer. Dans les semaines suivantes, d'autres moments comme celui-ci surgirent, de petites îles de normalité et même de joie dans une mer d'incertitude. Un après-midi particulièrement agréable, Antoine suggéra un pique-nique dans le petit parc de l'autre côté de la rue. Chloé adora l'idée et se dépêcha d'aider à préparer un panier. Camille, désormais capable de marcher de courtes distances sans trop se fatiguer, accepta après quelques hésitations. Assis sur une couverture à l'ombre d'un grand arbre, les trois auraient pu paraître, pour un observateur occasionnel, comme une famille parfaitement normale profitant d'une journée de printemps. Chloé s'enfuyait de temps en temps pour chasser les écureuils ou les papillons, revenant pour rapporter ses découvertes avec une excitation enfantine. Antoine regardait Camille, qui semblait plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis son réveil à l'hôpital. Adossée au tronc de l'arbre, elle ferma brièvement les yeux, laissant le soleil filtrant à travers les feuilles jouer sur son visage. « Ça m'a manqué » dit-elle doucement, sans ouvrir les yeux. « Le parc » demanda Antoine. « Juste exister sans me battre constamment. »
Elle ouvrit les yeux et regarda Chloé, qui était maintenant accroupie près d'un parterre de fleurs, étudiant quelque chose sur le sol. La voir comme ça, insouciante, juste être une enfant, Antoine sentit un nœud dans sa gorge. Elle est incroyable, Camille. Forte, intelligente, compatissante. Tu as fait un travail incroyable malgré tout ce que tu as traversé. Camille le regarda alors directement, ce qu'elle faisait rarement depuis sa convalescence. « Je n'avais pas le choix, dit-elle d'un ton neutre, sans amertume. Quand on a quelqu'un qui dépend entièrement de vous, on trouve une force qu'on ne soupçonnait pas. » L'implication flottait dans l'air. Elle avait été seule, sans choix, parce qu'Antoine n'était pas là. Il voulait dire qu'il aurait aidé, qu'il aurait été là s'il avait su. Mais il savait que c'était un argument fragile. Au lieu de cela, il opta pour l'honnêteté. « Je suis désolé que tu aies dû tout faire toute seule, » dit-il simplement. « Vraiment. » Camille ne répondit pas immédiatement. Elle regarda Chloé un peu plus longtemps avant de reprendre la parole. « Ce n'était pas toujours terrible, tu sais. Nous avons eu de bons moments. Des soirées cinéma sous les couvertures, des chasses au trésor dans notre appartement les jours de pluie, des histoires inventées pour s'endormir. » Un petit sourire effleura ses lèvres. « Chloé a une imagination incroyable, tu l'as probablement remarqué. »« Oui, en effet, » dit Antoine, se rappelant les contes fantastiques qu'elle inventait. « Elle m'a parlé du royaume secret dans son placard, gouverné par un chat à 3 pattes, portant une couronne. » Camille rit, un son si peu familier maintenant qu'il faillit surprendre Antoine. Sire Moustache, un souverain bienveillant, mais exigeant. Apparemment, seuls ceux qui connaissent le mot de passe secret, qui change chaque semaine, sont autorisés à entrer. Et cela implique toujours une sorte de miaulement ou de ronronnement, ajouta Antoine avec un sourire. Ils partagèrent un bref moment de complicité, unis par leur amour pour le même enfant remarquable. L'espace d'un instant, les années de séparation semblèrent se réduire, et ils n'étaient non plus que Camille et Antoine, comme ils l'avaient été avant que l'ambition et l'orgueil blessés ne les déchirent. Mais alors, Camille détourna le regard, et le moment passa. Le silence revint, moins tendu qu'auparavant, mais toujours chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Chloé revint en courant, tenant quelque chose dans ses mains. « Regardez !» s'écria-t-elle en ouvrant légèrement les doigts pour révéler une petite coccinelle. Elle s'est posée sur ma main parce que je suis resté super immobile. On dit que les coccinelles portent bonheur, dit Camille en se penchant pour voir le minuscule insecte rouge. Savais-tu qu'elles aident à protéger les jardins? Ce sont comme de petites gardiennes. Comme des chevaliers en armure rouge, ajouta Antoine. Chloé réfléchit à cette idée. Je suppose qu'elle a besoin d'un nom, alors. Tous les chevaliers ont des noms. Que penses-tu de Dame Tache? Suggéra Antoine. Ou Écarlate la Brave, proposa Camille. Chloé secoua la tête aux 2 suggestions. Je l'appelle Dorothée de la Roseraie, protectrice des jardins et amie des enfants, déclara-t-elle avec toute la solennité d'une cérémonie royale. Antoine et Camille se regardèrent et éclatèrent de rire en même temps. Un rire sincère et partagé qui ébrécha un peu plus la tension entre eux. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils rassemblèrent dans leurs affaires et retournèrent à l'appartement. Camille, fatiguée mais visiblement plus joyeuse que d'habitude, insista pour aider à préparer le dîner. Les 3 travaillèrent dans la petite cuisine, Chloé lavant les légumes, Camille les coupant soigneusement, et Antoine s'occupant du reste. Le repas simple, un poulet rôti avec des légumes et du riz, fut mangé au milieu d'une conversation légère et de rires occasionnels. Pour la première fois, ils entrevirent ce qu'ils pourraient être en tant que famille. Si seulement ils s'autorisaient à en rêver. Plus tard, après que Chloé fut allée au lit, Antoine et Camille s'assirent sur le petit balcon de l'appartement, regardant les lumières de la ville commencer à scintiller contre le ciel qui s'assombrissait. Antoine lui tendit une tasse de tisane, camomille, avec une touche de miel, exactement comme elle l'aimait autrefois. « Merci, dit-elle en acceptant la tasse.
Le mot portait plus de sens qu'une simple gratitude pour la tisane, et ils le savaient tous les deux. « Pour toi et Chloé, je ferai n'importe quoi », répondit-il en s'installant sur la chaise à côté d'elle. Camille l'étudia par-dessus le bord de sa tasse alors qu'elle prenait une gorgée. « Tu as changé ?» observa-t-elle tranquillement. Antoine réfléchit un instant. « Je pense que oui. Ou peut-être que je me suis juste souvenu de qui je suis vraiment sous toutes les couches que j'ai construites au fil des ans. » « Ces dernières années n'ont pas été tendres avec moi, » dit Camille après une pause. « Physiquement et émotionnellement. J'ai des cicatrices, Antoine. Beaucoup que tu ne peux pas voir. »« Je sais, » dit-il doucement. « Je ne m'attends pas à ce qu'elles disparaissent du jour au lendemain, ni qu'un simple pique-nique efface des années de lutte. J'espère seulement qu'avec le temps, nous pourrons construire quelque chose de nouveau, quelque chose de bien pour Chloé. » Camille hocha la tête, tournant son regard vers la ville devant eux. « Elle t'aime bien, dit-elle. Je ne l'ai jamais vue s'attacher si vite à quelqu'un. » Le cœur d'Antoine se serra à cette déclaration. Ah, le lien qu'il avait tissé avec Chloé était le trésor le plus précieux qu'il possédait maintenant. « Elle est extraordinaire, dit-il, et elle mérite le meilleur que nous puissions lui donner. » Camille ne répondit pas tout de suite. Quand elle le fit enfin, sa voix était si douce qu'elle se perdit presque dans la brise nocturne. « J'ai peur, Antoine. Peur de faire confiance à nouveau. Peur de me laisser croire que cette fois pourrait être différente. » L'honnêteté brute de sa confession toucha profondément Antoine. C'était la première fois depuis son réveil qu'elle ouvrait vraiment ne serait-ce qu'une petite fenêtre sur ses sentiments. « Ta peur est justifiée, » reconnut-il. « Je ne peux pas promettre que je ne te décevrai plus jamais. Mais je peux promettre que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être la personne que toi et Chloé méritez. Et je comprends si tu as besoin de temps, beaucoup de temps. » Camille le regarda alors, le regarda vraiment, comme si elle voyait au-delà de la surface, au-delà de l'homme d'affaires prospère, au-delà de l'ex-petit ami qui l'avait blessé. Un instant, Antoine se sentit complètement exposé. Tous ses défauts et ses peurs mis à nu. « Un jour à la fois, » dit-elle finalement, sa voix stable malgré son épuisement. « C'est tout ce que je peux offrir pour le moment. » Pour Antoine, c'était plus que suffisant. C'était un début, un petit début fragile, mais un vrai. Le commencement de quelque chose qui, avec soin et patience, pourrait devenir quelque chose de beau et de durable. Assis côte à côte sur le balcon, regardant la ville qui ne dort jamais, ils s'autorisèrent, peut-être pour la première fois, à imaginer un avenir différent de ce qu'ils avaient envisagé. Un avenir où les vieilles blessures pourraient guérir, où l'orgueil et la peur ne dicteraient pas leur choix, où une famille de fortune pourrait retrouver son chemin. Un avenir qui, malgré son incertitude, semblait soudain possible. 1 mois s'était écoulé depuis la sortie de Camille de l'hôpital. Sa guérison était régulière, bien que lente. Les visites médicales hebdomadaires confirmaient que son cœur répondait bien au traitement, mais les médecins soulignaient la nécessité de soins continus et la possibilité d'une future intervention chirurgicale. Pendant cette période, la dynamique entre eux trois s'était subtilement transformée. La méfiance initiale de Camille envers Antoine fut progressivement remplacée par une acceptation réticente de sa présence dans leur vie. Ce n'était pas un pardon total ou un oubli du passé, mais une reconnaissance pragmatique que pour l'instant, cet arrangement était le meilleur pour Chloé. Et Chloé s'épanouissait. La nouvelle école, les soins médicaux appropriés pour sa mère et la stabilité financière qu'Antoine offrait l'avaient libérée pour être simplement une enfant. Son sourire venait plus facilement. Ses histoires devenaient plus élaborées. Son sommeil était plus paisible. Ce dimanche après-midi, le temps était particulièrement agréable. Un de ces jours de printemps parfaits que Paris offre occasionnellement en guise d'excuse pour ses hivers rigoureux. Antoine suggéra une promenade au jardin du Luxembourg et, à sa surprise, Camille accepta sans hésitation. « J'ai besoin d'un peu d'air frais, » dit-elle simplement. « Et moi aussi. » Ils marchèrent ensemble sur les sentiers sinueux du parc, Chloé courant devant, revenant de temps en temps pour leur montrer une feuille intéressante ou une pierre colorée qu'elle avait trouvée.
Antoine et Camille suivaient en silence confortable, commentant occasionnellement le temps ou la dernière découverte de Chloé. Quand Chloé s'arrêta, captivée par un groupe de canards sur l'un des bassins, Antoine profita du moment pour prendre des nouvelles de Camille. « Tu n'as pas à t'inquiéter autant, » dit-elle avec un petit sourire. « Je ne vais pas m'effondrer au milieu du parc. »« Force de l'habitude, » admit Antoine. « J'ai passé beaucoup de nuits blanches à l'hôpital, espérant que tu... Enfin, tu sais ?» Camille hocha la tête, son regard dérivant vers Chloé, qui essayait maintenant d'amadouer un écureuil avec un morceau de biscuit qu'elle avait gardé dans sa poche. « Je ne t'ai jamais vraiment remercié, » dit-elle après un moment. « Pour tout ce que tu as fait pour Chloé pendant que j'étais inconsciente. Brigitte m'a raconté comment tu as annulé des réunions, réorganisé toute ta vie pour t'occuper d'elle. »« Ce n'était rien, » dit Antoine automatiquement. Camille se tourna pour le regarder carrément. « Ne fais pas ça, » dit-elle fermement. « Ne le minimise pas. C'était important pour Chloé, et pour moi aussi. » Antoine sentit le poids de ces mots. C'était la première fois que Camille reconnaissait ouvertement l'importance de ses actions récentes. « De rien, » dit-il simplement. Ils continuèrent à marcher, trouvant finalement un endroit calme sous un grand arbre. Antoine étendit la couverture qu'ils avaient apportée, et les trois s'assirent pour profiter d'un simple pique-nique. Chloé dévora son sandwich et sa pomme en un temps record, avant de demander la permission d'explorer une petite zone voisine, toujours à portée de vue des adultes. Resté seul, un autre type de silence s'installa, plus dense, rempli de mots non dits. Antoine remarqua que Camille semblait mal à l'aise, comme si elle rassemblait son courage pour parler. « J'ai beaucoup réfléchi, » commença-t-elle, les yeux fixés sur Chloé, qui empilait maintenant joyeusement de petites pierres à une courte distance. « Au passé, aux décisions. » Le cœur d'Antoine s'accéléra, mais il garda une expression neutre. « Quel genre de décision ?» Camille prit une profonde inspiration. « Pourquoi je suis parti, pour commencer ?» C'était la première fois qu'ils abordaient directement le sujet depuis le réveil de Camille à l'hôpital. Antoine avait évité de la presser, respectant son rythme, bien que sa curiosité et sa culpabilité le brûlassent de l'intérieur. « Tu n'es pas obligé d'en parler si tu ne le veux pas, » proposa-t-il. « Si, je le dois, » insista-t-elle, toujours sans le regarder. « Je pense que nous avons tous les deux besoin de cette conversation. » Antoine hocha la tête, attendant qu'elle continue. « Je suis parti parce que je ne me sentais pas vu, encore moins aimé, » dit Camille, ses mots coulant maintenant plus facilement. « Tu n'avais jamais de temps pour moi. Tu vivais pour tes affaires, et j'étais invisible pour toi. » La vérité de sa déclaration frappa durement Antoine. Ce n'était rien qu'il n'ait déjà su ou admis à lui-même lors de nuits solitaires de réflexion, mais l'entendre directement de Camille le rendait plus réel et plus douloureux. « Au bout d'un moment, j'en ai eu assez, » poursuivit-elle. « Je méritais mieux. »« Tu méritais mieux, » dit Antoine, la voix chargée d'émotion. « Tu méritais bien plus que ce que j'étais prêt ou capable de donner à l'époque. » Camille se tourna enfin pour lui faire face. « Il ne s'agissait jamais de ce que tu pouvais me donner matériellement, Antoine. Il ne s'agissait jamais d'argent ou de cadeaux coûteux. Il s'agissait d'être là, de me voir vraiment. » Antoine hocha la tête, acceptant la critique. « Je sais. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Peut-être que je ne l'ai vraiment saisi que lorsque j'ai vu Chloé pour la première fois. » Le nom de Chloé fit à nouveau détourner le regard de Camille, observant leur fille, qui discutait maintenant avec enthousiasme avec un autre enfant qui s'était approché pour admirer sa tour de pierre. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, tu étais déjà en Chine depuis 2 mois, » dit Camille, sa voix plus basse maintenant. « J'ai essayé de te joindre, j'ai appelé ton bureau à plusieurs reprises, laissé des messages. Aucune réponse. » Antoine se sentit malade en entendant cela. « Mon Dieu, Camille, je jure que je n'ai jamais eu ces messages. Mon assistant de l'époque ne m'a jamais rien dit. » Camille haussa les épaules comme si cela n'avait plus d'importance. Peut-être qu'il filtrait les appels d'une ex-petite amie, ou peut-être que tu étais si occupé à te faire un nom que tu n'as pas remarqué.
L'accusation était juste, et Antoine n'essaya pas de se défendre. « Que s'est-il passé après » demanda-t-il doucement. « J'ai attendu quelques semaines de plus, puis j'ai réalisé que je devais passer à autre chose, pour moi et pour le bébé. J'ai déménagé à Lyon, où une amie m'a offert un logement. Je pensais pouvoir y reconstruire ma vie. » L'idée de Camille, enceinte et seule, essayant de s'en sortir dans une nouvelle ville, déchira le cœur d'Antoine. « J'aurais aidé Camille, si j'avais su. »« Vraiment » demanda-t-elle, non pas avec colère, mais avec une curiosité sincère. « L'homme que tu étais alors, si consumé par l'ambition, aurait-il vraiment tout laissé tomber pour aider une ex-petite amie enceinte ?» Antoine voulait dire oui, qu'il aurait fait ce qu'il fallait, mais l'honnêteté qui guidait maintenant leur relation exigeait plus. « Je ne sais pas, » admit-il finalement. « Je veux croire que je l'aurais fait. Mais la vérité, c'est que je ne sais pas qui j'étais à l'époque. Ou plutôt, si, je le sais. J'étais quelqu'un d'obsédé par le succès, par l'approbation de gens qui n'avaient pas vraiment d'importance, quelqu'un qui mesurait sa valeur en euros et en centimes. » Camille sembla apprécier sa franchise, hochant légèrement la tête. « C'est pourquoi je ne suis jamais revenu te parler de Chloé, même plus tard. L'homme que je connaissais n'était pas prêt à être père, n'était pas prêt à placer quelqu'un d'autre au-dessus de son ambition. »« Et maintenant ?» demanda Antoine, craignant presque d'entendre la réponse. Camille l'étudia un long moment. « Maintenant ? Maintenant tu es différent. Ou peut-être que tu es celui que tu as toujours été sous toutes ces couches. L'homme que j'ai vu s'occuper de Chloé pendant que j'étais à l'hôpital, qui a veillé des nuits à mon chevet, qui a réorganisé toute sa vie sans hésitation. Cet homme-là pourrait être un bon père. » Ces mots flottaient dans l'air, lourds de sens. Le cœur d'Antoine battait la chamade. « Camille !» commença-t-il, ne sachant comment continuer. Elle leva la main pour l'arrêter. « Laisse-moi finir. Il y a quelque chose que je dois dire. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. » Antoine hocha la tête, respectant sa demande. Camille prit une profonde inspiration, regarda une fois de plus Chloé, toujours perdue dans son propre monde de pierre, puis plongea ses yeux dans ceux d'Antoine. « Chloé est ta fille, Antoine. Bien qu'il l'ait déjà soupçonnée, bien que toutes les preuves l'indiquassent, bien que son cœur l'ait déjà accepté, entendre ces mots de la bouche de Camille, clairs et définitifs, le frappa comme une explosion dans la poitrine. Un flot d'émotions le submergea. Une profonde tristesse pour le temps perdu, pour la naissance dont il n'avait jamais été témoin, les premiers pas qu'il avait manqués, les premiers mots qu'il n'avait jamais entendus. Et pourtant, aussi, une joie indescriptible pour la confirmation, pour la reconnaissance explicite de Camille, et pour la chance d'être enfin un vrai père pour Chloé. « Je le savais », réussit-il à dire après un instant, la voix tremblante. « Depuis que je l'ai vu pour la première fois. Ses yeux, mes yeux. »« Ton expression, » dit Camille avec un petit sourire. « Et cet entêtement, tout de toi. » Antoine rit, bien que des larmes brouillassent m'embanter sa vision. « Merci de me le dire, de le confirmer, même si je le savais déjà. »« Tu méritais de l'entendre de ma part, » répondit simplement Camille. « Vous méritiez tous les deux la vérité. » Antoine jeta un coup d'œil à Chloé, inconsciente de la conversation qui changeait tout. « Est-ce qu'elle sait ?» demanda-t-il. Camille secoua la tête. « Non, j'attendais le bon moment. Et maintenant je pense qu'il est temps. Mais nous devons le faire ensemble, prudemment. Elle a tant de questions sur son père. Elle s'est inventé tant d'histoires. »« Je sais, » dit doucement Antoine, « elle m'en a partagé quelques-unes. » Un silence confortable les enveloppa alors qu'ils regardèrent leur fille. Il y avait tant de choses à discuter, tant de choses à planifier. Questions juridiques, arrangement de logement. Comment et quand le dire à Chloé? Mais à cet instant, il semblait suffisant d'être simplement là, ensemble, témoins du miracle qu'ils avaient de créer. « Je ne promets rien au-delà de ce que j'ai déjà dit », prévint Camille après quelques minutes. « Un jour à la fois. Il y a beaucoup d'histoires entre nous.
beaucoup de douleur qui est encore en train de guérir. « Je sais, » répondit Antoine, « et je ne demande rien de plus que ça. Juste la chance d'être présent, d'être le père que Chloé mérite, et peut-être avec le temps, de construire quelque chose entre nous. Pas nécessairement ce que nous avions avant, mais quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. » Camille hocha la tête, semblant satisfaite de sa réponse. « Un nouveau départ, alors ?»« Un nouveau départ, » acquiesça-t-il. Chloé choisit ce moment pour revenir en courant, les yeux brillants d'excitation. « J'ai fini ma sculpture, » annonça-t-elle fièrement. « Il faut que vous veniez la voir. » Antoine et Camille échangèrent un regard rapide, plein de promesses tacites, avant de se lever pour suivre leur fille. La sculpture était une tour de pierre soigneusement équilibrée pour former une pile précaire mais impressionnante qui défiait la gravité. « C'est magnifique !» loua Camille, s'agenouillant pour mieux voir. « Qu'est-ce que ça représente ?» demanda Antoine, sincèrement curieux. Chloé le regarda comme si la réponse était évidente. « C'est notre famille, idiot. Regarde, cette grosse pierre en bas, c'est toi, parce que tu es fort et que tu soutiens tout le monde. Celle du milieu, c'est maman, parce qu'elle maintient tout connecté. Et cette petite sur le dessus, c'est moi. » Le cœur d'Antoine se gonfla à la simplicité et à la profondeur de son explication. Sans s'en rendre compte, Chloé avait créé la représentation parfaite de ce qu'il devenait. Fragile, mais avec le bon équilibre et le bon soin, capable de tenir bon. « C'est parfait, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. « Absolument parfait. » Camille tendit la main et prit la sienne, un petit geste, mais significatif. C'était la première fois depuis que tout cela avait commencé qu'elle initiait un contact physique. Ils se tenaient côte à côte, regardant leur fille placer le dernier caillou au sommet de sa création. Dans ce simple moment, sous le soleil de printemps au jardin du Luxembourg, alors que Chloé présentait fièrement sa famille faite de pierre, quelque chose changea enfin, complètement et irrévocablement. Ce n'était pas la fin de leur voyage. Loin de là, il y avait encore beaucoup à guérir, beaucoup à construire, beaucoup à apprendre les uns des autres. Mais c'était un début sans promesses vides ni attentes irréalistes. Un début basé sur la vérité enfin mise en lumière, permettant aux vieilles blessures de sécher et de commencer à guérir. Antoine baissa les yeux sur leurs mains jointes, puis sur Chloé, ressentant une certitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Peu importait le temps que cela prendrait ou les obstacles à venir. C'était sa famille, sa maison. Pas le luxueux appartement de l'avenue Montaigne, pas l'empire corporatif qu'il avait bâti, mais ces deux personnes à ses côtés. Pour la première fois de sa vie, Antoine Moreau sentit qu'il était exactement là où il devait être, faisant exactement ce qu'il était censé faire. Ne plus courir après un avenir hypothétique de richesse et de pouvoir, mais vivre pleinement le présent. Construire un avenir fait de moments comme celui-ci, imparfait, délicat, mais infiniment précieux. Un nouveau foyer construit non pas de briques et de mortier, mais d'amour, de rédemption et des minuscules miracles quotidiens qui lient une famille. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.